Donc, bonjour à toutes à toutes, parce qu'on ne peut pas dire à tous. Pour l'instant, pour ce soir, on n'est que des cavalières et que des passionnés. Donc, bienvenue pour ce dernier Equiboost, donc le sixième sur apprendre à travailler son cheval et voir le travail autrement. Donc, c'est avec Estelle qu'on va conclure ces 6 webinaires. Ça a été vraiment un plaisir de partager tous ces moments avec vous, ces moments de connaissance, apprendre à découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles approches. Et avec Estelle, que je vous présenterai après, on avait un thème qui nous tenait très à cœur, c'est entre renforcement positif et négatif, que choisir? Parce que on pense que c'est une thématique très actuelle où les gens se posent beaucoup de questions et on trouvait que c'était une bonne façon de clôturer cette série de webinaires où on a parlé de techniques équestres, mais d'approches différentes. Et puis, toutes ces techniques équestres et toutes ces approches différentes, elles ont un point commun qui est l'apprentissage du cheval. Peu importe les outils qu'on vous a apportés durant ces différents webinaires, il faut savoir les apprendre au cheval et surtout comment on va les apprendre au cheval. Et c'est pour ça qu'on trouvait que c'était pertinent de terminer par cette thématique-là. Euh, donc, Ah, ça fonctionne. Donc, tout d'abord, j'ai le plaisir de co-animer cette soirée avec Estelle, qui est une amie qui a partagé avec moi la formation Animaux. On s'est rencontrés pendant Animaux. Et voilà, ça a été une très belle découverte pour ma part. Une très belle personne qui est hyper passionnée par le cheval. On a des visions qui sont assez similaires, même des fois différentes, mais complémentaires. Et c'est toujours très appréciable parce que Stella fait partie des gens avec qui j'échange hyper régulièrement sur des chevaux, sur des situations, sur des cas. Et ça me fait très plaisir d'animer cette soirée avec elle. Donc je vais lui passer la parole et elle va se présenter à vous. Voilà. Merci beaucoup, Alex. Et ben déjà, moi aussi, petite séquence émotion. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et ça a aussi été une très belle découverte de faire ta rencontre pendant la formation animaux. Donc pour faire une courte présentation, j'ai 23 ans, j'habite à Genève, je suis l'heureuse propriétaire de ce magnifique cheval qui s'appelle Lucifer. Je l'ai acheté à ses 3 mois, il va bientôt avoir 5 ans déjà. Et c'est grâce à lui que je me remets beaucoup, beaucoup en question, que j'ai commencé plein de formations. Donc voilà. Actuellement, je suis bibliothécaire à 80%. Je suis en cours depuis un moment de reconversion professionnelle comme comportementaliste équin. Donc voilà, j'ai commencé en fait pour me former justement pour Lucifer avec les steps de chez Andy. Et j'ai enchaîné avec la formation animaux qu'on a fait du coup en commun avec Alex, comme elle le disait. J'ai aussi fait d'autres formations comme Travel Cowgirl qu'a fait aussi Alexandra, qui est plus axée mindset, business. Et je suis actuellement en train de suivre aussi plusieurs formations en renforcement positif. Donc voilà, Otiaka, une formation aussi d'une autre personne qui est basée en Suède, qui s'appelle Angelica Isegus. J'ai hâte de rencontrer après-demain, qui vient en stage pour 3 jours à Genève. Et voilà, plusieurs formations à droite, à gauche. J'aime beaucoup m'intéresser à diverses méthodes pour pouvoir piocher un petit peu les outils dont j'ai besoin. Et parce qu'on ne l'a pas noté ici, dans le cadre de ta formation d'animaux, tu avais un mémoire à Ah oui, réaliser. Voilà. j'ai fait le mémoire sur la perception du renforcement positif et du renforcement négatif. Alors il y avait de tout, hein. C'était assez intéressant. C'est là qu'on voit que certaines personnes ont très bien compris les théories de l'apprentissage, d'autres beaucoup moins. Il y a beaucoup de préjugés, d'a priori. Donc voilà, c'était intéressant. C'était parfois un peu déprimant. Parfois, ça me donnait un peu d'espoir, dépendant les réponses. Voilà, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup. Bon, la plupart d'entre vous, ce soir, vous me connaissez, vous connaissez mon parcours, mais je vais quand même
Je vais quand même me présenter pour les personnes qui seront en replay. Donc, bah, moi, c'est Alexandra, celle qui a chapeauté tous les Equiboost. J'ai 38 ans, j'habite à Oursonnens, je suis propriétaire de plusieurs équidés. J'ai une jument à la retraite qui a 23 ans. J'ai un cheval, j'allais dire un jeune cheval, mais il est plus si jeune, il a 11 ans maintenant. Celui que vous voyez souvent sur mon compte Instagram, mon grand alezan tout blond. J'ai Poker qui est en photo ici, un petit Shetland du nom de Cookie et une petite mule de 1 mètre croisée Shetland du nom de Léonie. Une grande famille qui me permet d'expérimenter un tas de choses. Au niveau de mon activité professionnelle, je suis encore à 40% en tant que graphiste. Donc ça, c'est mon premier métier. Et je suis à 60% et un peu plus, parce que on compte pas tellement 6 heures finalement dans le métier, en tant qu'enseignante en équitation éthologique, spécialisée surtout dans l'éducation et le comportement. Et ensuite, bah, dans la pratique de l'équitation, quand on a travaillé sur tout ce qui est communication avec l'animal ou régler les quelques petits problèmes qu'on peut parfois rencontrer au quotidien. Mes formations, donc moi j'ai débuté par le cursus professionnel auprès de Andy Booth. J'ai fait les 3 années chez lui jusqu'au step 3 professionnel. Bah, j'ai suivi la formation de comportementaliste animaux du coup avec Estelle parce que j'avais besoin d'aller plus loin dans la compréhension du cheval. Je suis également formée jeunesse et sport dans la partie équestre, plus pour l'accompagnement des jeunes cavaliers. Et puis j'ai plein d'autres petites formations parce que j'adore me former tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je suis un petit cursus auprès de Morgane Penquin. euh, en équitation collaborative où elle parle beaucoup de tout ce qui est biomécanique, aussi compréhension du cheval, voilà. La formation de Travel Cowgirl au niveau mindset et plein d'autres petites choses comme bah, la formation de Takia ou des stages à droite à gauche parce que c'est hyper important, même en tant que pro, on y reviendra plus tard, de continuellement se former parce qu'on a chaque année des nouvelles recherches, enfin des nouvelles choses qui sortent grâce à des recherches. Donc c'est hyper important de rester connecté. Et c'était drôle parce qu'au début, on voulait faire chacune notre propre phrase sur ce qui nous animait les deux, et en fait, on avait la même. Donc, au lieu de... Donc voilà, donc on est passionné par la compréhension et l'apprentissage du cheval. Nous recherchons à guider nos chevaux vers une coopération avec l'humain en utilisant des méthodes toujours plus éthiques, dans le respect de leurs émotions et leurs besoins. Voilà ce qui nous anime avec Estelle au quotidien avec nos chevaux mais aussi dans l'accompagnement que Estelle fera prochainement dans sa partie professionnelle et celle que je fais avec vous, la plupart de mes élèves. Voilà. Donc, je vais commencer par enfin, je vais vous poser une petite question. Vous pouvez noter dans le chat pour vous, enfin, quel renforcement utilisez-vous? J'en ai un petit peu curieux avec Estelle. Avant de démarrer un tout petit peu dans le vif du sujet, on est intéressé à savoir déjà si vous avez conscience du renforcement que vous utilisez, si vous en utilisez plusieurs, et voilà. Est-ce que vous pouvez me noter ça un petit peu dans le chat, si vous trouvez le... Profite le temps que les gens répondent. Donc Oui, Alexandra, tu as dit que tu étais graphiste. Je pense qu'il faut noter que c'est toi qu'il faut remercier pour ce magnifique PowerPoint. merci. Noté Ah, quand même. ouais. Alors, Laurence, elle dit les deux. Claire, un petit peu les deux, mais le positif avec Lightning, c'est pas facile à gérer. Léa, les deux. Zora aussi, positif et négatif. De plus en plus consciente. Ouais, ça c'est bien. R- et R plus selon les exercices, parce que oui, ça on va le voir plus tard, c'est hyper important d'avoir conscience de ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Esther, les deux, selon les exercices. Très bien. Bon appétit, Claire. Selon le cheval. Et oui, parce que Céline, elle a plein de juments, plein de chevaux, mais surtout des juments.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre? Bon, on passe à la suite. Trop Ok, bien, il y a un peu de tout. ouais, on a un petit peu de tout, c'est cool. Trop bien. Ok. Alors, j'ai perdu ma souris. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi finalement ce sujet nous intéresse avec Estelle? Parce que il y a il y a plusieurs points. Déjà, il y a énormément d'infos et surtout d'intox sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de comptes qui sont inspirants, mais il y a aussi plein de comptes, des fois, qui racontent pas forcément tout juste, et on peut le voir aussi, des gens, enfin, des avis qui sont très tranchés sur la question. Il y a beaucoup d'extrémisme dans le milieu du cheval, et ça commence par le choix des renforcements. Il y a un côté aussi très culpabilisant, justement par le biais de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou auprès de nos entraîneurs. Des fois, il y a un peu ce côté où on n'est jamais sûr d'utiliser forcément la bonne méthode et on culpabilise peut-être de ne pas réussir à faire telle ou telle chose. Donc ça, c'est aussi important d'en parler. Il y a le poids des croyances. On sait qu'en équitation, il y a énormément de croyances qui, qui dirigent nos pratiques. Euh, je pense, on va en voir quelques-unes après, on va pas s'étaler là-dessus, mais il y a beaucoup de croyances qui guident nos pratiques et justement qui nous empêchent d'évoluer vers un peu plus d'éthique dans notre pratique. On en a un petit peu abordé tout ce qui est guerre des opinions et clan. Donc il y a des gens qui sont 100% pro renforcement positif, d'autres 100% pro renforcement négatif. Euh, et on va le voir après que, en général, les extrêmes ne sont jamais bons. Il y a la surcharge des informations et l'auto-remise en question et la culpabilité. Ah, bon, on a mis deux fois culpabilité. Tiens, tu vois, je t'avais dit qu'on allait retrouver quelques couacs sur Voilà, sur notre c'était sûr. voilà. Mais en gros, c'est tout des choses parce que avant d'être professionnel dans le milieu, on est avant tout, Estelle et moi, des cavalières, des personnes qui côtoient les chevaux tous les jours. On sait à quel point des fois c'est difficile en fait de savoir quoi faire et comment bien le faire. Et c'est vrai que quand on est submergé d'informations par-ci, par-là, mais aussi de l'avis de différents entraîneurs, c'est des fois un tout petit peu difficile de faire le tri sur quelles sont les bonnes informations et quelles sont les mauvaises informations. Donc voilà, c'est notre souhait aujourd'hui, en fait, dans le cadre de ce webinaire, c'est vous apporter un tout petit peu plus de clarté sur ces éléments-là. Donc je vais passer la parole à Estelle parce que pour comprendre si nos méthodes ou les renforcements qu'on choisit sont éthiques, il est important de comprendre certaines choses. Donc celle qui va commencer à ce niveau-là. Voilà, vas-y. On a Claire dans le chat qui nous dit, mais ça prend beaucoup de place, la culpabilité. Effectivement, c'est bien celui-là qu'on pouvait mettre 2 fois. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est inconscient qu'on l'a mis deux fois, C'est mais ça. la culpabilité, en effet, elle prend beaucoup de place. Voilà, donc là, on va commencer par quelques petits points théoriques. Au début, même quelques définitions. Donc, qu'est-ce que sont les théories de l'apprentissage? C'est l'ensemble des principes qui décrivent comment un être vivant, donc ça peut être évidemment le cheval, on va se concentrer là-dessus ce soir, mais ça peut être n'importe quel animal, et l'humain également. Donc, comment l'ensemble des principes qui décrivent comment un être vivant acquiert de nouvelles connaissances, compétences ou comportements grâce à ses expériences et à son environnement. Donc voilà, on va détailler un petit peu plus loin qu'est-ce que sont les apprentissages, un comportement et un stimulus. Ça va nous aider à comprendre un petit peu la suite. Donc un apprentissage, c'est une modification qui est durable, donc qui dure dans le temps, du comportement. Ça peut aussi être des pensées. Donc de tout organisme qui est soumis à des stimuli qui peuvent être internes ou externes. On a ensuite le comportement qui est un flux continu d'action et de réaction de l'individu qui répond et s'adapte à l'environnement dans lequel il évolue. Donc voilà, notre cheval, il est tout le temps, quand il produit un comportement, il s'adapte à son environnement, ce que nous on lui dit, etc. On a aussi les stimuli, qui sont des agents internes, mais qui peuvent aussi être externes, qui vont motiver l'animal à faire quelque chose. Il en existe 3 types. Aversif, c'est quelque chose qu'on veut éviter.
appétitif, quelque chose qu'on va rechercher, ou neutre. Et ça dépend de la perception de l'animal. Ce qui peut paraître négatif pour un peut être positif pour l'autre. Est-ce que tu peux juste expliquer, peut-être pour ceux qui ne comprendraient pas, qu'est-ce que tu entends par agent interne ou externe? Voilà, interne, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça peut être les émotions, par exemple, et externe, ça va être notre environnement. Donc, ça fait partie du lieu de vie, des choses qui se passent à l'extérieur, un tracteur qui passe, l'humain avec son stick ou sa carotte. Ça te paraît clair? Ouais, c'est tout, mais je pense que c'était important de le préciser. Donc, quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a apprentissage? Il y a trois conditions qu'on doit respecter pour qu'un apprentissage se fasse. Déjà, il faut que du coup le cheval soit exposé à une expérience ou un stimulus. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Si le cheval est en train de brouter et qu'il n'y a rien qui se passe, ben voilà, il sera pas dans une situation d'apprentissage. Par exemple, s'il est en train de brouter et qu'il y a un tracteur qui passe et il a peur, là tout d'un coup il y a eu un agent externe comme Estelle l'a expliqué, et là il y a un comportement qui se produit et potentiellement un apprentissage. La deuxième condition, c'est qu'il va du coup adopter un nouveau comportement et réagir différemment qu'avant. Donc c'est quand il y a une modification du comportement. Ensuite, ce changement est durable et réapparaît dans une situation similaire. Donc ça va être quelque chose qui va se répéter dans le temps. Donc il y a un apprentissage lorsque le cheval fait une association entre un stimulus, son comportement et la conséquence, et ce qui modifie durablement sa manière d'agir. Donc, il peut faire des apprentissages tout seul. Il a pas besoin de nous pour faire des apprentissages, hein. Si vous avez l'occasion d'aller observer des chevaux, par exemple les chevaux de Przewalski, ils n'ont pas d'intervention directe avec l'humain. Ben, les chevaux qui n'ont pas d'interaction directe avec l'humain, ils sont continuellement en train d'apprendre, soit par le biais des autres congénères ou par rapport à tout le monde qui les entoure. Donc, l'apprentissage n'est pas lié que à la pratique équestre. Il y a des prérequis qui sont vraiment indispensables pour qu'un cheval puisse être dans de bonnes conditions pour apprendre. Donc, il y a déjà la partie cheval. Donc, c'est hyper important qu'il ait confiance en l'humain, parce que s'il a peur de l'humain, ça va être difficile pour lui d'apprendre. Et surtout, dans la peur, il y a rarement de bons apprentissages qui se font. Un cheval doit être aussi confiant en nos outils et en nos gestes. Donc, par exemple, si on utilise le stick et qu'il en a peur, il va pas pouvoir faire de bonnes associations avec ce qu'on lui propose. La même chose avec nos gestes. Donc ça, c'est déjà, on va dire, la confiance en l'humain, les outils et le geste, c'est déjà un point de départ qui est très important à respecter. Ensuite, il faut que le cheval soit bien dans sa tête et dans son corps. C'est un petit peu comme nous. Si on va au travail et qu'on a mal à la tête, par exemple, on sera pas dans de bonnes conditions pour travailler. On va pas, le cheval, ça va être pareil. Il doit être bien dans ses émotions, dans son physique et dans son mental pour pouvoir optimiser tous les apprentissages. Ensuite, c'est étroitement lié à cet équilibre corps, tête et émotion, mais c'est le respect des besoins fondamentaux. On sait, on le répète à chaque fois. Je sais que les gens qui sont ce soir font un maximum pour respecter ces besoins fondamentaux, mais c'est vraiment vital pour eux pour être en bonne santé. Et puis pour se sentir bien, tout simplement, et pas avoir de problème. Donc les 3 F, food, feed and freedom. Donc c'est des fibres, les copains et de pouvoir se mouvoir librement. Euh, Même si on a tendance à le répéter énormément, il y a encore énormément de chevaux dont les besoins fondamentaux ne sont pas respectés et qui sont la source de nombreux problèmes de santé, mais de nombreux problèmes de comportement. Ensuite, respecter, et moi c'est une phrase que j'aime beaucoup, mais respecter ses capacités, mais surtout ses incapacités, autant cognitives, physiques que émotionnelles. Si votre cheval a un problème, on parle même pas forcément d'un problème vétérinaire, mais il a il a une problématique dans sa locomotion ou il a des choses qu'il ne peut pas faire avec son corps, si vous lui demandez un apprentissage où il doit utiliser cette partie du corps-là, il va pas pouvoir vous le donner. Il sera dans l'incapacité de pouvoir vous le donner.
Donc ça, c'est hyper important. Pareil pour les émotions. Des fois, il faut juste travailler d'autres choses pour mettre le cheval dans de bonnes conditions d'apprentissage. Donc ça, toujours faire attention. Est-ce que, je vais vous donner encore un petit exemple, par exemple, connaître typiquement la vision du cheval ou tous les, on va dire les cinq sens, pardon, c'est hyper important parce que ça nous permet de savoir justement ce qu'il est capable ou non de nous donner. Par exemple, quand le cheval il passe de la lumière à des zones sombres, il lui faut beaucoup plus de temps que l'humain. Donc, par exemple, si on va le faire monter dans un van et que le van c'est sombre à l'intérieur, qu'il y a le soleil derrière et que dehors il y a beaucoup de lumière, on va lui demander de monter dans le vent, mais peut-être que son acuité visuelle ne sera pas adaptée. Donc, on peut essayer de lui demander de le monter dans le vent, mais il ne sera pas capable de nous le donner parce que il voit rien. Donc ça, c'est toujours très important quand même de se poser la question si ce qu'on demande à notre cheval, il est capable de nous le donner. Ensuite, on a rajouté la partie humaine parce que quand on est en équitation, il n'y a pas que le cheval lui-même et l'humain a sa part de responsabilité dans les bons apprentissages avec son cheval et pas que dans les méthodes utilisées. Mais il faut que l'humain soit bien dans sa tête, dans son corps et dans ses émotions. En général, de toute façon, les chevaux sont des éponges. Donc, si vous n'êtes pas bien, votre cheval sera inquiet. D'ailleurs, Estelle, elle a écrit son mémoire sur les renforcements, la perception des renforcements. Moi, j'ai écrit mon mémoire sur l'impact des émotions et de la peur dans les capacités d'apprentissage du cheval, donc la peur de l'humain. Euh, Important que l'humain soit formé et accompagné. Et on a mis en gras et on a souligné, même les pros doivent se faire accompagner. C'est toujours hyper important d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Moi, la première, je suis constamment accompagnée et je pense que c'est hyper important. Et croyez-moi, je vous répète des choses en cours, mes moniteurs, mes profs me répètent la même chose. C'est vraiment important d'avoir un recul sur son travail. Savoir observer son cheval, parce que si vous travaillez avec un cheval et vous n'arrivez pas à identifier la frustration ou les potentiels gènes ou ce qu'il a à vous communiquer, du coup, vous pouvez passer à côté d'informations très importantes. Un humain qui réfléchit à ses codes en amont, on va le clarifier après. Mais si vous ne savez pas ce que vous demandez, si pour vous, c'est pas clair ce que vous demandez à votre cheval, c'est clair que ce ne sera pas clair pour lui. Et puis, pareil que pour le cheval, respecter ses capacités et incapacités cognitives, c'est aussi valable pour l'humain. Si aujourd'hui vous avez mal au dos et que vous voulez aller travailler votre cheval, vous allez peut-être pas faire du mené au galop dans la carrière ou dans le paddock. Euh, Parce que vous ne serez pas bien dans votre corps. Donc il faut aussi adapter vous par rapport à comment vous vous sentez. Et ça, c'est hyper important. On a tendance souvent à l'oublier. Voilà. Hop là. Donc, je passe la parole à Estelle. Donc on va reprendre avec toujours quelques infos théoriques. Donc, avant de vous parler des apprentissages associatifs, on va juste vous dire que ce soir, on parle uniquement des apprentissages associatifs, mais il n'existe pas que cela. On trouve, par exemple, les apprentissages non associatifs. Ça va être l'habituation, la désensibilisation systématique, par exemple. On va pas en parler ce soir. Je pense qu'on va déjà faire assez long sans ça. Il y a aussi les apprentissages sociaux. Voilà, il en existe plein de types. Là, on va se focaliser sur les apprentissages associatifs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le cheval, il apprend toute sa vie par des modifications du comportement face à divers stimuli. On a aussi dit que les stimuli pouvaient être perçus positivement ou non. Et pour simplifier tout ça, on peut s'imaginer que les chevaux mettent les situations dans une boîte j'aime ou dans une boîte je n'aime pas. Est-ce que la situation me profite ou est-ce que la situation ne profite pas? Pour mettre un petit peu, pour expliquer un petit peu tout ça plus concrètement, par exemple en balade, votre cheval il va se dire ah tiens j'aime bien ce chemin parce que il me ramène à la maison. On va souvent goûter quand on arrive à tel endroit ou autre. Ou j'aime pas trop ce chemin parce que ben, au coin là-bas il y a un pré et il y a souvent des vaches dedans. J'ai un petit peu peur des vaches. Euh, ou je passe dans un village, il y a souvent du bruit, ça me fait un peu peur. Donc voilà, il fonctionne avec association en disant est-ce que ça me plaît, oui ou non. Ça peut aussi être avec des personnes. Hein. Là, on parle de situation, mais ça peut être tiens, il y a Laura qui vient me faire un massage, j'aime bien. Si le cheval aime les massages, ou il y a Julie qui vient me faire mes vaccins, j'aime pas trop. Donc voilà, le cheval, c'est vraiment le champion du monde des associations.
Et le but, du coup, ça va être de mettre un maximum de choses qu'on veut faire avec son cheval dans la case j'aime. Ce sera plus sympa pour lui et pour nous aussi, du coup. Maintenant, on va parler du conditionnement opérant ou instrumental développé par Skinner. C'est donc le cadran des apprentissages où on retrouve le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, donc le renforcement positif et le renforcement négatif, mais aussi la punition positive et la punition négative. La différence entre tout ça, les renforcements servent à augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement, tandis que les punitions vont diminuer les probabilités d'apparition d'un comportement. Dans le renforcement positif et négatif, on peut souvent penser que positif veut dire bon et négatif veut dire mauvais. Mais au final, c'est pas le cas. Positif veut dire j'ajoute quelque chose et négatif, j'enlève quelque chose. Donc dans le renforcement positif, on va ajouter un stimulus appétitif. Ça peut être une carotte, des gratouilles ou tout autre type de bonbon. Donc par exemple, je demande à mon cheval de faire la jambette, il le fait, je lui donne une carotte. Dans le renforcement négatif, on va donc enlever un stimulus aversif. Ça peut être la pression du licol. Par exemple, je demande à mon cheval de baisser la tête. Dès qu'il la baisse, j'enlève la pression du licol. Ou je me grandis pour reculer. Si ça suffit pas, j'agite ma longe. Et dès qu'il recule, j'enlève mon stimulus. La punition positive, on va ajouter un stimulus aversif. L'exemple le plus parlant, ça va être le cheval nous mord, on lui donne une claque. Et la punition négative, c'est le retrait d'un stimulus appétitif. Donc ça peut être mon cheval n'a pas très bien sauté au concours, donc je lui donne pas le foin ce soir. Ou dans le cadre d'un travail avec un renforçateur alimentaire, ça peut être euh, mon cheval a fait l'exercice ou n'a pas fait l'exercice demandé, et du coup je vais pas lui donner le bonbon alors qu'il l'attend. Ça peut être perçu également comme de la punition. Oui, et puis ici, je peux rajouter à ce que tu as donné comme exemple, l'histoire de la privation du foin après le concours. C'est quelque chose que personnellement, moi, j'ai entendu et j'ai vu. Donc, ça peut paraître un peu, euh, un peu tiré par les cheveux par vous vous qui êtes là ce soir. Mais c'est vraiment des situations qui sont encore réelles. Et puis, pourquoi ce genre de choses, ça fonctionne pas? Parce que le cheval, il vit dans l'instant T, donc il va pas pouvoir faire le lien entre le fait qu'il n'a pas sauté en concours et la privation du foin qui va arriver quand même plusieurs heures après. Je pense que c'était important de le préciser. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et puis, sur les termes, Estelle, elle a bien indiqué. C'est vrai que il faut vraiment le voir comme des maths et je pense que on parlait ben, des fausses informations qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur ben, des gens qui sont mal informés. Le problème de l'utilisation du vocabulaire, il faut vraiment le voir comme des maths parce que c'est pas que c'est bien ou que c'est mal comme elle l'a dit, mais je pense qu'il y a, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a beaucoup de confusion à cause de ces deux termes. On en entend souvent en tout cas. Voilà. On a aussi le conditionnement classique. Conditionnement classique amené par Pavlov. Donc on entend aussi parfois parler de conditionnement pavlovien. À la base, c'est surtout, ça concerne les comportements qui sont innés, qui sont des réflexes chez les animaux. Et on a repris l'exemple des expériences qu'avait fait Pavlov. C'est, je pense, les plus, on a pensé que c'était la plus parlante. Donc, il fait sonner une cloche. À la base, ça veut rien dire pour le chien. Et ensuite, il lui donne ses croquettes. Pendant l'expérience, il répète plusieurs fois, je sonne la cloche, je donne les croquettes. Et le chien a ses croquettes. Et au bout d'un moment, juste avec le son de la cloche, même avant de voir les croquettes, le chien va se mettre à saliver, va se dire, ouh là là, ça c'est chouette, je vais avoir à manger. Donc à la base, c'est vraiment uniquement pour les comportements innés, mais nous on reprend un peu le même principe avec nos chevaux en voulant mettre des codes qui sont à la base neutres pour indiquer à notre cheval ce qu'il va devoir faire. On va l'expliquer un petit peu plus loin avec les diverses explications qu'on fera sur le renforcement positif et le renforcement négatif. Voilà. C'est vrai que c'est pour beaucoup, c'est de la répétition, mais c'est important, enfin, c'est toujours important de rafraîchir ses connaissances.
Ok. Donc jusque-là, est-ce que ça vous semble clair? S'il n'y a rien dans le chat, on continue. Est-ce que si ces notions-là sont pas claires, ça va être compliqué pour la suite. En plus, on vous a mis des pièges. Ok. Donc, c'est à moi de prendre le relais. On va donc parler de renforcement négatif et je suis sûre que vous avez déjà tous entendu ces phrases. Je ne vais pas toutes les lire, mais que c'est des phrases qu'on a pris sur les réseaux sociaux, que le renforcement négatif, c'est de toute façon douloureux, que le cheval, il est de toute façon résigné, que le renforcement négatif, c'est de la punition. Donc ça, on vous a déjà montré que dans le cadre de l'apprentissage, le renforcement négatif n'est pas de la punition, euh, que ça rend le cheval soumis, que c'est des méthodes de cow-boy et de horsemanship, que parce que le cheval, c'est un animal de proie, il faut de toute façon utiliser le renforcement négatif, au contraire du chien, oui, comme c'est un animal, c'est un prédateur, on doit utiliser le renforcement positif. Voilà. Est-ce que vous en avez entendu d'autres? Ça nous intéresse un petit peu. Vous pouvez les mettre dans le chat. Toujours intéressant de voir les croyances ou les choses qu'on voit passer. Alors, on va passer, mais si vous en avez de ceux qui viennent en tête, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Ok. Alors, donc, le renforcement négatif, donc ça consiste à retirer le stimulus. Donc, ça peut être une pression, un inconfort, lorsque le cheval adopte le comportement souhaité. Donc, déjà, ce qui est important, c'est que le comportement souhaité, il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez obtenir en finalité. Il va falloir utiliser justement l'apprentissage pour que le cheval il comprenne ce que vous attendez de lui. Ah, on a Claire Camille, la montée en phase tue la confiance de ton cheval. Et c'est vrai que celle-là, on aurait pu le rajouter. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est important de savoir, déjà, c'est que si on parle déjà juste du renforcement négatif, on va ajouter un stimulus, on va obtenir le comportement désiré et comme je vous l'ai expliqué, on va enlever. Donc, par exemple, on va mettre le stick pour lui demander de faire la jambette ou de reculer. Il nous donne le comportement qu'on veut, on arrête le stimulus, pardon. Donc là, il y aura apprentissage parce que la pression va s'arrêter. Maintenant, ce qui va nous intéresser dans notre pratique de l'équitation, c'est d'aller toujours vers quelque chose de plus en plus fin et de plus en plus éthique. On est là pour ça, d'ailleurs, ce soir. Donc, on va toujours précéder la pression par un code. Donc, pour que vous compreniez bien la différence, donc un code, c'est un stimulus neutre. À la base, c'est ni attractif ni aversif. Il va prendre du sens par association. On va revenir à notre fameuse cloche de Pavlov. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, quand je vais par exemple juste grandir mon corps pour demander à reculer mon cheval, demander à mon cheval de reculer, ça, il n'y a rien qui agit sur lui. Ça veut rien dire. Ou par exemple, juste je mets la main comme ça veut rien dire. Mais par contre, derrière, on va continuer, on va mettre ce code et on va ajouter un stimulus, en général avec une montée en phase, jusqu'à l'obtention de ce comportement. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est que le code, donc c'est le conditionnement classique, donc c'est la fameuse cloche de Pavlov, et l'aide, parce que ça c'est important de clarifier, l'aide, on utilise tout le temps ce terme en équitation, l'aide c'est la pression que vous allez utiliser pour obtenir ce comportement. Donc ça va être la pression des jambes, du main ou du stick. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut différencier le code de l'aversif. Donc le cheval va être du coup motivé à enlever le stimulus gênant et donc, ce stimulus va arriver avant le comportement souhaité. Le comportement est produit par l'évitement de l'aversif et le cheval va savoir ce que suit le code. Attendez, j'ai juste un truc qui a disparu. Voilà. Donc, au début, c'est important de savoir que l'aversif. euh, attendez, j'ai un problème avec mes notes. Voilà, pardon. Donc, c'est hyper important que quand on travaille en renforcement négatif, on ne peut pas travailler en renforcement négatif sans utiliser de l'aversif. Donc, vous êtes obligé de mettre une pression ou quelque chose pour obtenir la réponse. Donc, au début, c'est normal, le cheval va chercher à éviter en fait la pression et du coup, il va trouver la réponse. Plus on va avancer, plus il aura compris ce qu'on attend de lui, plus il va éviter en fait la montée en phase. C'est de là que vient
notre code. Par la suite, lorsque les codes et les aides sont compris par le cheval, on peut gentiment le laisser réfléchir aux actions. Par exemple, au début, on va faire notre phase 1, 2, 3, 4, elle est touchée. Et après, quand on commence à faire nos phases, quand on voit que notre cheval est en train de réfléchir, on peut baisser un tout petit peu l'aversif. Donc, moi, ce qui est important de préciser par rapport à tout ça, c'est que souvent, et c'est là qu'on a c'est là que souvent on a les fausses croyances, c'est que on pense que l'aversif c'est lié à de la douleur ou que c'est méchant. Ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que l'aversif c'est vous qui le décidez. Donc, si vous devez continuellement monter en phase et continuellement, on va dire, rentrer dans le cheval pour obtenir vos réponses, c'est qu'en fait le cheval il comprend pas ce que vous attendez de lui. Donc, ça va être hyper important de lui expliquer ce que vous attendez de lui et peut-être de le guider un petit peu mieux dans l'apprentissage. Donc, donc, quels sont les tips finalement pour améliorer votre pratique? C'est toujours avoir des codes qui sont clairs et exclusifs. Donc, si vous utilisez les deux mêmes codes pour obtenir la même chose, ça va être confus pour votre cheval. Là, on a vu, donc fractionner l'apprentissage, on appelle ça le modelage. Donc, il faut demander des petites choses et à partir de ces petites choses, on va construire. L'effort d'aujourd'hui, en fait, ça va être votre départ de demain. Ensuite, c'est important de simplifier le chemin en cas d'incompréhension et d'adapter vos demandes si nécessaire. Ne restez pas focus si votre cheval ne comprend pas. Vraiment, peut-être trouver une autre solution de lui montrer. Peut-être que le code n'est pas assez clair pour lui. Essayez autre chose. Il ne faut pas rester buté dans son idée. Avoir un bon timing, ça c'est hyper important. Vous allez voir aussi, c'est le cas pour le renforcement positif, mais le bon timing, ça va être le retrait de votre aversif. C'est-à-dire que si vous ne retirez pas votre aversif au bon moment, vous allez lui apprendre autre chose. La montée en phase progressive et réfléchie, toujours commencer gentiment. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils demandent jamais assez poliment au cheval, assez doux au cheval, soit parce qu'ils n'ont pas conscience de leurs gestes, d'où le fait d'avoir quelqu'un qui peut nous regarder de l'extérieur pour nous aider à évoluer. Mais c'est surtout que souvent, les gens partent du principe que le cheval va pas répondre. Donc, si vous ne proposez jamais 2 grammes à votre cheval, par exemple, quand vous mettez une pression sur le licol, et que vous commencez toujours par mettre beaucoup de pression, il va toujours répondre par beaucoup de pression. Même s'il ne répond pas aujourd'hui par 2 grammes, il faut que vous lui laissez l'occasion de répondre à moins. Le cheval va toujours, toujours chercher à améliorer son confort. Donc s'il a une possibilité de répondre à des choses beaucoup plus douces et beaucoup moins aversives, il va le faire. Il ne faut pas oublier que le cheval a vraiment une peau qui est très sensible. Il est capable de sentir une mouche. Donc, juste une pression de 2 grammes sur son licol, il va le sentir. Mais il faut toujours commencer par cette pression de 2 grammes. Les gestes coordonnés et cohérents, donc ça, c'est vraiment un gros travail chez le cavalier. Et n'hésitez pas à travailler vos gestes sans votre cheval. Vous allez peut-être vous sentir ridicule, mais moi, je travaillais des fois la manipulation de mon cycle devant la télé en regardant des séries. Parce que si vous manquez de coordination, ben, du coup, le cheval va être confus. Et je vais juste admettre quelqu'un, c'est ça de présenter et de... Voilà. Donc, si vous n'êtes pas cohérent dans vos gestes, vous n'allez pas toujours donner la même information à votre cheval et ça peut amener pas mal de confusion et ça peut amener de la confusion, mais ça peut aussi amener de la frustration. Si c'est hyper important pour le cheval et c'est comme ça qu'il va se sentir aussi en sécurité, c'est que ce soit toujours la même chose. Toujours proposer un stimulus neutre avant l'arrivée de la pression, on l'a vu. Donc, avant de mettre de la pression, même si votre cheval, il ne fait pas encore l'association avec du coup, votre code, il faut le proposer parce que petit à petit, il va y venir. Ensuite, c'est hyper important de faire des pauses pour laisser le cheval souffler, mais aussi à assimiler. Alors, il faut bien préciser que la pause n'est pas un renforcement, d'accord? Euh, mais par contre, elle va aider le cheval à respirer et à justement à assimiler. C'est pareil pour l'humain. Parce que bah, je n'ai pas besoin de vous apprendre que c'est aussi compliqué pour nous, coordination et tout, si on est toujours dans la demande, la demande, la demande. Nous aussi, on a juste des fois un petit peu besoin de souffler. Donc faites des pauses assez longues
Et le conseil que je donne, c'est souvent, quand vous les recommencez, refaites encore 20 secondes de pause. Ça, vous êtes sûr que vous aurez une bonne pause. Et l'inconfort ne doit jamais être lié à de la douleur, de la peur ou de l'appréhension. Si vous commencez à basculer justement où vous devez tout le temps monter en phase très très fort, dans ce cas-là, vous n'allez pas trouver la solution. Là, bien sûr qu'on ne parle pas des cas de rééducation qui sont vraiment des cas à part, où il y a des chevaux, des fois, qui ont appris des choses, mais globalement, dans plus du 90% du temps, ça ne doit jamais être lié à de la douleur, de la peur ou de l'appréhension. Et ce qui est important aussi de relever, c'est que le cadre d'éducation, donc quand le cheval connaît les exercices et que ça a été répété plein de fois à la maison dans des situations sécurisantes, quand vous allez aller dans un environnement anxiogène pour votre cheval, il va pouvoir se référer à quelque chose qu'il connaît déjà. Le cheval, quand il ne connaît pas les choses, justement, bah, typiquement un environnement anxiogène, ça va être stressant. Et de se rallier à quelque chose, dire, ah, ouf, ça c'est bon, je connais, ça va être hyper rassurant pour lui. Donc, on parle souvent de cadre d'éducation qui peut paraître extrêmement strict, mais en fait, c'est un vrai cadre de liberté et un vrai cadre sécurisant pour votre cheval. On va passer un petit peu aux red flags, parce que vous allez voir que finalement, c'est ces red flags qui rendent le renforcement négatif, on va dire, pas éthique. Par exemple, une montée de phase beaucoup trop rapide et trop forte. Donc beaucoup trop rapide, le cheval, il n'aura pas le temps de répondre et il n'aura pas le temps de réfléchir et de réagir avant. Si par principe, vous montez toujours en phase 4, bah, soit le cheval, au bout d'un moment, il va s'éteindre, donc c'est un des plus gros risques renforcement négatif, ou à l'inverse, il peut aussi se fâcher, ne pas obtenir la réponse. Donc c'est hyper important de se dire en renforcement négatif, vous devez avoir de l'aversif. Mais si vous n'obtenez pas la réponse, vous allez désensibiliser votre action au stimulus. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez, mais c'est hyper important de s'en souvenir parce que souvent ça arrive. Mieux vaut monter une fois et d'exiger un tout petit peu plus fort que de passer son temps à dire et, regardez s'il y a quelqu'un qui vient chez vous qui vous fait et, Au bout d'un moment, soit vous ignorez, soit vous fâchez. C'est un peu la même chose. Mieux vaut que ce soit une fois clair que pendant 20 minutes demander. Dans ce cas-là, on passe aussi dans du micromanagement. Le cheval à qui on n'a rien à expliquer au préalable, c'est hyper important de lui expliquer ce qu'on attend de lui et de ne pas avoir des objectifs qui sont trop grands parce qu'il ne va pas réussir à les atteindre. Attention à travailler les codes dans des situations, de pas dans des codes attention à ne pas travailler les codes dans des situations d'urgence. Donc il faut que ce soit acquis à 150% à la maison pour que ça fonctionne ailleurs. Parce que s'il est pris par l'environnement et tout, il va rien apprendre à part faire des associations négatives. Des codes trop complexes, des codes non exclusifs, ça on l'a déjà vu. Et puis, faire attention à la colère. Si tout d'un coup vous vous fâchez, ça peut amener à la punition. Et souvent, dans la colère, on perd en cohérence, on, on a des actions qu'on ne veut pas. Donc, toujours si vous sentez que la moutarde elle monte au nez, soit vous faites une pause ou vous remettez la séance à demain. Je pense qu'il faut aussi laisser tomber ces croyances que ah, j'ai pas terminé sur quelque chose de bien, donc le cheval va mal apprendre. Moi, je dis toujours, c'est mieux de se dire genre là, ça commence ça se passe pas bien. Enfin, souvent, quand on se fâche, c'est parce qu'on n'a pas les solutions pour aider son cheval. Ça, c'est une grande réalité. Donc, mieux vaut le ramener au pré, au box et de se dire, je recommence demain, ou j'attends mon coach, ou je demande conseil, ou voilà, je vais respirer à mon cou, que de vouloir s'obstiner. Souvent, ce qui rend les méthodes pas éthiques, c'est aussi quand les émotions se mêlent à tout ça. Lorsqu'une demande ne fonctionne pas, donc on a résumé ça en bas, prendre un temps de pause, respirer, recommencer. Dans l'émotion, on peut facilement basculer dans la colère et donc dans la punition. On perd de la cohérence dans ses gestes et dans son attitude. On vous a juste mis deux petits exemples qu'on a ici de montée en phase. Donc, c'est volontaire qu'on vous a mis des exemples où on montre bien les gestes. Donc, à droite, on a un petit mulet qui résiste un petit peu dans la pression. Donc, on ajoute de la pression progressive sur le licol. Et lorsqu'il trouve la bonne solution, on ouvre les doigts. On voit qu'il y a un petit peu d'énervement et de frustration. C'est un mulet en rééducation. Comment on le voit? Parce qu'il y a beaucoup de fouaillements de queue on, quand on lui demande. On voit, hop là, on voit beaucoup de fouaillements de queue. Et ça, c'est un signe typiquement de frustration, le fait qu'il a un petit peu l'œil qui est un petit peu figé. Voilà. Et dans l'autre, bah, on a la montée en phase, le corps, la longe.
qui bouge, le stick qui demande, on avance et là on est clairement dans une montée en phase graduelle. C'est un tout petit peu fort, on peut le faire un peu plus doucement, mais c'était pour bien marquer les phases. Et juste un dernier petit exemple en renforcement négatif, c'est juste pour vous faire prendre conscience que le renforcement négatif, c'est enlever quelque chose. C'est pas forcément une pression physique, mais c'est également, ça pourrait être l'enlèvement d'un travail. Donc typiquement, cette jument, on veut on veut lui demander d'aller sauter le saut voilà, on veut lui demander d'aller sauter le saut, donc on va mettre du travail, donc de l'inconfort, et lorsqu'elle a franchi l'obstacle, on va arrêter le travail. Ça, c'est aussi du renforcement négatif. Donc, deux phrases importantes à retenir. Il n'est pas possible de faire du renforcement négatif sans aversif. Si quelqu'un vous dit l'inverse, c'est faux. Là, c'est scientifique. Vous ne pouvez pas faire du renforcement négatif sans aversif. Il y a de toute façon un moment où vous allez devoir mettre de la pression. Après, vous allez pouvoir doser cette pression, mais vous n'avez pas le choix. Même juste poser la main sur le poitrail de votre cheval et mettre 1 gramme de pression, c'est de l'aversif. Si on doit continuellement monter fort en phase et qu'on n'obtient pas la réponse, il faut changer quelque chose et pas rester bloqué là-dedans. Ok, on va garder les questions pour la fin. Je te passe la parole. Yes, parfait. On va parler maintenant du renforcement positif. Donc on a fait un petit peu la même configuration. Il y a certainement des phrases que vous avez déjà entendues. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On a par exemple le R+, rend le cheval gâté, frustré, c'est trop doux, ça permet pas d'avoir un cheval réactif et sûr, par exemple en extérieur. On entend aussi souvent que c'est plus éthique que le renforcement négatif. On entend que c'est un peu de la triche parce que le cheval il va pas travailler sans salaire et, et que le cheval doit toujours être récompensé pour faire son jeu. Hop là, c'est moi qui ai le... Voilà. Merci. Donc voilà, le renforcement positif, ça consiste donc à ajouter quelque chose d'agréable lorsque le cheval donne la bonne réponse pour augmenter la probabilité que ce comportement se reproduise. Du coup, on va pas utiliser d'aversif. Alors comment est-ce qu'on va amener notre cheval à faire certains comportements? On va les guider et pour ça, on peut s'aider de divers outils comme des cibles. On a des cibles, on peut utiliser des cibles en statique, donc je viens toucher le bout du nez ou telle partie du corps sur la cible. On a des cibles qu'on va leur apprendre à suivre. On peut aussi utiliser des cibles au sol sous forme de tapis, par exemple, des bouts de moquette. Moi, j'ai découpé des bouts de moquette avec mon cheval pour lui apprendre, bon ben quand tu vas sur cette moquette, c'est positif pour toi. Donc voilà, on va les guider à faire un comportement, ou on peut aussi capturer un comportement où là on se dit ah bah celui-là il est sympa. Typiquement, l'exemple le plus connu, on va dire, c'est pour apprendre à son cheval à se rouler, à se coucher, pardon. On va profiter une fois en été, il sort de la douche, on l'amène dans la carrière, il va avoir envie de se rouler dans le sable, et ben on va profiter de ce comportement pour essayer, pour le renforcer, pour qu'il puisse se reproduire par la suite. Donc voilà, on guide ou on capture le comportement. Le cheval fait le comportement désiré. Là, on va marquer le comportement. C'est le fameux, on a les petits cliqueurs comme ça. On a le clock. Moi, je fais un clock avec la langue. On peut utiliser des mots très très courts par contre. Et tu l'as aussi. On a tous nos petits cliqueurs. Donc voilà, des mots très courts, toujours sur la même tonalité si possible. On en reparlera aussi tout à l'heure. Et ensuite, le marqueur, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment une promesse pour son cheval. C'est une promesse que derrière, on va renforcer et donner une friandise. Au bout d'un moment, on peut apprendre à son cheval à attendre un tout petit peu entre le marqueur et la friandise. Typiquement, travail sur le cercle. Bon, ben, on met peut-être une demi-seconde de plus à aller lui apporter le renforçateur, mais le renforçateur doit toujours arriver. Donc ça, c'est la séquence de base. Mais du coup, à quel moment on rajoute notre code? Eh bien, on le rajoute une fois que le comportement est déjà connu du cheval. Ensuite, voilà, ça va être typiquement quand on utilise une cible, petit à petit, on va avoir envie de se détacher de nos outils. Et du coup, on va, par exemple, montrer du doigt la direction où on veut que notre cheval il aille.
On lui propose la cible, le cheval y va, on cloque, on récompense. Et petit à petit, juste en montrant du doigt, le cheval va partir et on pourra se détacher de nos outils. Donc voilà, on rajoute le code par après. Et du coup, le cheval, il associe son comportement à une conséquence positive, ce qui l'encourage à refaire ce comportement. Quelles sont les bases essentielles pour travailler en renforcement positif? La première, c'est s'assurer que le cheval n'a pas faim. On a déjà parlé dans qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir un bon apprentissage des 3F. En renforcement positif, c'est d'autant plus important de s'assurer que notre cheval a bien mangé, voilà, qui sorte de son tas de foin. Moi, ça m'arrive très souvent de donner la ration avant la séance parce que je fais beaucoup de statique, donc c'est pas grave qu'il ait mangé juste avant. On sait par contre que c'est pas très bon si on va faire une séance un peu sportive. Mais voilà, un cheval qui n'a pas faim, il va pas être en recherche de nourriture. On n'a pas envie de le mettre dans une situation où il a faim et il va tout faire pour manger. On doit aussi vraiment, vraiment bien travailler l'association aux marqueurs. Donc au clic qu'on va faire, au clock, au oui, yes, ce qu'on veut utiliser. Être sûr que le cheval l'a bien compris et l'a bien associé, a fait une bonne association, qu'il est serein avec ça, que ça déclenche pas, parce que parfois les chevaux, rien qu'au son, ils peuvent déclencher voilà des mimiques qui montrent qu'ils peuvent être un peu frustrés et puis ouh là là, je vais avoir ma friandise, je la veux maintenant. Et ça, c'est justement le type d'émotion, de comportement qu'on veut éviter. On va aussi utiliser du coup des renforçateurs à valence modérée. Ça veut dire que, ben, typiquement, les carottes, un cheval à qui on distribue des carottes toute la séance, ça peut être un peu compliqué parce que justement, il aura très envie de manger ses carottes. On veut trouver le juste milieu et ça, c'est pas toujours facile entre quelque chose où, oui, le cheval, il va l'apprécier, mais en même temps, il va pas tout faire pour l'avoir. On veut trouver quelque chose comme par exemple, moi j'utilise beaucoup du foin pour seniors hachés qu'on peut réhydrater ou donner en toute petite poignée qu'on peut donner comme ça, ou du foin tout simplement qui est coupé pour rentrer dans la sacoche, des bouchons de foin. On trouve aussi, ça c'est le nouveau truc que j'utilise en ce moment, c'est du foin mais sous forme de granulés. Je trouve beaucoup des granulés de Saint-Foin aussi qui peuvent être pas mal. Et ça, ce qui est bien comparé aux bouchons de foin, c'est qu'ils vont passer un petit peu plus de temps dans la main à manger et c'est un petit peu moins je viens chercher mon bonbon et je me casse. Donc voilà, on peut bien jouer sur les renforçateurs, tester ce qui nous convient le mieux à nous et à notre cheval. Et surtout au début, il faut des séances vraiment courtes parce que ça leur demande vraiment beaucoup émotionnellement. Donc on commence par exemple en associant pardon le marqueur sur des séances qui vont faire 2-3 minutes grand maximum régulièrement. Et là typiquement aussi ça peut être utile de faire une pause. On peut se dire bon bah on fait plusieurs petites séances à la suite. On fait une séance de 2 minutes, j'associe le marqueur pendant 2 minutes, on va faire autre chose, on va marcher et on revient dessus ensuite. Quelques tips pour améliorer sa pratique. Donc, on va adapter sa séance en fonction de l'état émotionnel de notre cheval. On l'a déjà parlé en R-, c'est d'autant plus important en renforcement positif parce que c'est presque impossible de travailler avec un cheval qui n'est pas OK émotionnellement. Il va très très vite, en général, monter en frustration. Et du coup, dans ces moments-là, c'est important de réduire nos attentes, réduire la valence justement des renforçateurs, donner quelque chose d'un petit peu moins appétant, ou même de changer d'exercice ou de remettre sa séance. Pour, euh, pour que ça fonctionne bien, il faut quand même trouver, du coup on en a déjà pas mal parlé, une récompense qui est appréciée par son cheval, mais voilà, après laquelle il est pas hyper fan, il va pas non plus monstre courir après et tout faire pour l'avoir. Pareil aussi que pour le renforcement négatif, il faut être clair avec ce qu'on veut renforcer. Sinon, on sait pas, le cheval il va pas savoir non plus. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de choisir un critère. Par exemple, dans le mené, moi je sais que mon cheval il a tendance à très vite être collé sur moi. Et ben, certaines séances, je vais me dire aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur le fait qu'il soit à une bonne distance que de moi, et je vais renforcer à chaque fois qu'il est à bonne distance de moi.
Le lendemain, ça va peut-être être, ah bah aujourd'hui il traîne un peu, donc aujourd'hui je vais être un petit peu moins stricte sur la distance, mais je vais renforcer le fait qu'il soit plus en avant. Donc voilà, adapter ces critères et vraiment choisir un critère, en tout cas par séance, pour que ce soit vraiment bien clair au niveau de qu'est-ce qu'on veut renforcer. On peut aussi travailler en contact protégé si besoin. Le contact protégé, c'est quoi? C'est le cheval va être d'un côté et nous de l'autre. D'une barrière, d'un box, ça peut être plusieurs choses. On montrera aussi plusieurs exemples en vidéo tout à l'heure. Ça permet de se mettre en sécurité, de pouvoir prendre un petit peu de recul. Chacun a son espace et ça peut être confortable pour tout le monde. Voilà, de chacun avoir son espace. C'est aussi important d'utiliser les outils adaptés. Donc ça, on en a parlé un tout petit peu avant. On peut utiliser les cibles mobiles pour faire bouger son cheval, les cibles statiques où il doit juste venir toucher la cible sans bouger, les tapis. Mais par contre, vu qu'on n'utilise pas d'aversif, on n'utilise pas de stick en renforcement positif. Et beaucoup même n'utilisent pas de l'icole. Dans la plupart des formations que j'ai faites, voilà, la règle au début, c'était pas de licol, pas de stick, juste ses sacoches, ses bonbons, et justement au début souvent un contact protégé. Donc ça, par exemple, parfois je sais que moi je peux, comme tout le monde, avoir des petits mouvements parasites. Alexandra en parlait aussi. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelqu'un de plus avec un œil extérieur qui va nous dire ah là t'as pas vu, t'as bougé ton stick de 5 centimètres du sol. Et ben moi je préfère dans ces moments-là tout poser et même si on pose le stick et l'icole, on peut faire encore des mouvements parasites avec le corps. Donc voilà, c'est là où il faut bien conscientiser et ça c'est pas facile toutes les micro demandes qu'on fait. Il faut aussi, on a mis ne pas hésiter, mais en fait on doit être inventif pour amener son cheval vers l'objectif sans aversif. Donc voilà, typiquement, c'est vrai qu'au début, ça peut paraître surprenant. Qu'est-ce qu'on va faire avec des moquettes avec son cheval? Bon ben voilà, on va utiliser 2 moquettes pour qu'il apprenne à bouger ses épaules ou une cible. Voilà, ça demande. Bon, maintenant on trouve aussi beaucoup d'informations en ligne, mais c'est vrai que ça demande d'être un petit peu créatif parce que c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire. Et il faut trouver aussi un marqueur qui est neutre et indépendant de nos émotions. C'est pour ça que le clicker est très souvent utilisé. C'est toujours le même son. Il y aura pas, le cheval va pas se rendre compte si bon, il a mieux fait là ou pas. Voilà, c'est toujours la même. Ça sonne toujours de la même façon. C'est aussi ah, bonne soirée. Il y a quelqu'un qui part. Donc voilà, c'est le clock. C'est aussi parfait parce que c'est bon. Parfois on se plante un petit peu. Il faut s'entraîner aussi au début, mais en général c'est toujours le même aussi. On a aussi évidemment des red flags en renforcement positif. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être tous les comportements envahissants. Donc le cheval qui fouille, qui pousse, qui réclame constamment la récompense. C'est pas top niveau sécurité et en général ça montre que le travail, il y a une partie qui a coincé. Donc en général ça va être souvent l'association au marqueur et ça montre aussi beaucoup que le cheval il est dans une situation de frustration, ce qui est pas toujours, enfin ce qui est jamais confortable pour lui ni pour nous. Euh, on a aussi tout ce qui est confusion dans les apprentissages, un petit peu la même chose que qu'en renforcement négatif, et on en a aussi parlé. Il faut bien être clair dans qu'est-ce qu'on demande, est-ce que le cheval est sûr de ce qu'on est en train de lui demander de faire. On a le cheval qui associe la récompense au mauvais comportement. Ça, c'est un peu un problème de timing. Si le cheval fait 2 comportements en même temps, ah ben lequel il a compris qu'il fallait qu'on avait renforcé. Typiquement, le mien, il peut très souvent gratter le sol. Parfois, je cloque juste au mauvais moment et ben du coup, ça renforce parfois le mauvais comportement. Il faut faire attention aussi aux progressions qui sont trop rapides, trop montées dans ces exigences, ça peut devenir très vite frustrant pour le cheval. Des séances qui sont trop longues, comme on a dit, on fait des séances courtes. Dès qu'on se voit que notre cheval va se déconcentrer, qu'il commence à se tendre un petit peu, bon, on passe sur autre chose. Quitte, voilà, comme je disais, parfois on peut faire plusieurs petites séances dans une séance. On va partir faire autre chose, on laisse redescendre la pression, on fait un exercice cool, connu, sécurisant pour le cheval, et on y revient ensuite.
On a aussi l'utilisation involontaire d'aversifs, ça on en a parlé, et des chevaux qui font des propositions frénétiques. Ça, Alexandra me parlait de... C'était ton Shetland, c'est ça? Oui, Euh, en Shetland, j'ai eu deux chevaux qui faisaient ça, ouais. Mhm. Ah ouais, bah voilà, un cheval qui va proposer plein de comportements à la suite. Tiens, je te fais la jambette, tiens, je recule, je fais le pas espagnol. Bon ben ça, d'un côté, au début, ça peut nous faire sourire. Ah, c'est mignon, il me propose plein de choses. D'un autre côté, ça montre que lui, il sait plus trop quoi faire. Il a absolument envie de sa récompense et c'est pas non plus ce qu'on recherche. Donc voilà, le renforcement positif, c'est un outil très puissant avec les chevaux, mais certaines erreurs fréquentes, malheureusement, peuvent entraîner la frustration, des comportements qui peuvent être envahissants et des incompréhensions dans l'apprentissage. Et en général, ça c'est notre avis, Alexandra et moi, mais le renforcement positif, ça demande plus de rigueur que le renforcement négatif. Peut-être aussi de par le fait que c'est quelque chose avec lequel on est moins habitué, moins formé. Il y a très peu de formations francophones pour l'instant en renforcement positif qui tiennent la route. Et du coup, c'est vrai que c'est très difficile au début de se mettre un bon cadre. Et je rajouterais d'expérience personnelle. Quand on parle de séances trop longues, on n'a pas conscience au début, parce que je suis en train de tout reconditionner avec mon gris, on n'a pas conscience au début quand on parle de séances courtes, c'est vraiment des séances extrêmement courtes. Là, je reconditionne certaines réponses, mais c'est vraiment, comme Estelle a dit, c'est 2 minutes. Et pour un bon exercice pour se rendre compte si nos séances sont vraiment courtes, c'est de se filmer. Et vous verrez que vous posez votre téléphone, vous vous filmez. Souvent, quand vous reprenez votre téléphone, vous êtes déjà à 6, 7, 8 minutes. Et c'est déjà trop long pour le cheval quand il est en train d'apprendre. Donc c'est très, très, très différent. Les chevaux peuvent être travaillés beaucoup plus longtemps en renforcement négatif, peuvent avoir des séances beaucoup plus longues que sur du renforcement positif. Mais évidemment, après, ça se travaille et ça se construit. On reste pas toute sa vie sur des séances de 2 minutes en renforcement positif, mais c'est vraiment, vraiment important au début. Oula, il y a tout qui part en même temps. On va mettre des pauses. Hop, Pas mieux. hop là. Ah, voilà. Catastrophe. Hop, Ça hop. avait pas fait ça Voilà. dans nos tests tout à l'heure. Ça faisait pas ça. Alors, je mets la première. Donc la première, c'est un exemple de medical training où on apprend au cheval à mettre sa tête dans une sorte de musette. Alors on n'entend pas du coup, et la vidéo coupe un peu chez moi, mais du coup, quand le cheval a bien sa tête dedans, elle va marquer, donc faire le petit clock, et ensuite on la voit renforcer son cheval. Dans la deuxième vidéo, c'est quelqu'un qui apprend le déplacement des hanches à son cheval en lui montrant la cible pour que le cheval suive la cible. Donc là, on le voit. Les hanches sont tournées et je pense au moment où le cheval a croisé les jambes, elle a cliqué et renforcé. Donc là, elle clique et elle renforce. Et la Et dernière. sur la troisième vidéo, ouh là là là, elle va vite. Oui, Ah elle oui, va elle est vite. en accéléré. J'avais plus tilté qu'elle était en accéléré. Donc elle monte sur son cheval et elle lui a appris à aller jusqu'au tapis, la sorte de moquette qui est en bas. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que son cheval est totalement en liberté. Il a appris à aller vers la moquette. Donc hop, il va s'arrêter, il est renforcé et ensuite il retourne au montoir. Donc ça, c'est par exemple à cheval des premières méthodes pour déclencher des premiers pas à cheval. Oui, sauf erreur, ce petit poney, si j'ai bien compris dans la description, c'était un cheval qui avait beaucoup de problèmes de rétivité aux jambes. Et du coup, ils lui ont mis des objectifs. Ok. On a aussi mis quelques petites phrases. Donc, quand le R+ crée des comportements indésirables, c'est généralement pas l'utilisation de la friandise en elle-même qui pose problème. Donc, c'est pas le fait d'ajouter des friandises pendant sa séance, c'est plutôt un problème de timing, les critères qui sont pas très clairs dans la séance, la gestion de la frustration et des émotions en général qui est pas forcément optimale, ou parfois même la méthode utilisée. Et à noter aussi, on y reviendra plus tard sur la définition du consentement, mais le renforcement positif n'est pas du consentement parce que c'est pas parce qu'on utilise la récompense que notre cheval a forcément le droit de dire non. On
trouvait important de vous parler de l'association au marqueur. C'était un peu notre découverte des derniers temps avec Alexandra. On le rebosse Comme les deux quoi, beaucoup, on beaucoup apprend en tout ce le temps. moment. Et en fait, c'est vraiment la base pour avoir un renforcement positif qui est réussi ou un renforcement combiné. On en parlera tout à l'heure. Pour avoir une association au marqueur qui nous aide, c'est important qu'elle soit là pour nous aider à travailler les émotions de notre cheval. Ça doit être un exercice qu'on peut refaire dans des situations de stress pour aider notre cheval à retrouver quelque chose de connu. Ça pourrait presque être un peu, Alexandra, tu me contrediras si t'es pas d'accord, mais l'équivalent de désengager dans une situation de stress. Bon, ben en renforcement positif, ça va plus être, ben revient à quelque chose de connu. Bon ben on renforce, on revient à quelque chose de connu aussi. Mhm. Et et du coup, c'est l'outil en fait qui nous sert à capter avec précision le comportement à renforcer. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et c'est là que c'est vraiment important de choisir la bonne façon de faire en fonction de ce qui nous va nous convenir et aussi de ce qui va convenir à notre cheval. Il existe plusieurs façons d'associer le marqueur. Il y a plusieurs méthodes. On va pas citer de nom parce qu'il y en a pas vraiment. Mais contrairement au renforcement négatif, certaines approches, elles vont générer plus ou moins de frustration chez le cheval. Et ça va dépendre des chevaux. Certains chevaux, telle méthode, ça posera pas de problème. Par exemple, la politesse ou la statue qu'on va vous montrer tout à l'heure. Sur mon cheval, ça a été catastrophique. Donc voilà, Totalement. c'est là où il faut savoir s'adapter aussi en fonction de l'individu qu'on a en face. Hop Là, on là. voit qu'il vient me fouiller un petit peu. Alors, on va mettre sur pause, comme ça on va mettre. Voilà, je mets la Donc, première. premier exercice, ça va être la politesse, aussi appelée la statue. C'est celui jusqu'ici, qu'on voyait le plus souvent, que moi je vous disais, il frustre beaucoup mon cheval. En fait, on va attendre que le cheval ait la tête droite pour cliquer et renforcer. Petit à petit, on va augmenter la difficulté en bougeant autour de lui, en fouillant dans nos poches, etc. Là, la vidéo vient de Otiaka, la formation qu'on a faite avec Alexandra, où elle explique bien comment ça se passe. Et on peut voir aussi que le cheval est derrière une barrière. C'est ça le contact protégé dont on parlait, où elle va pouvoir s'éloigner si la pression monte trop. Mais il y a si elles sont sur celle-là. Là. Là, on voit qu'il vient me fouiller un petit peu, mais pas trop. Donc, je peux rester à cette place-là. Mais si par hasard, pour moi, c'est un peu trop, je peux reculer, être hors d'atteinte, cliquer et revenir à ma place d'origine grâce au contact protégé. Voilà, c'est le premier. Voilà. Et le deuxième exercice, c'est l'exercice du tas de foin qu'on est en train de travailler énormément avec Alexandra en ce moment, où elle est aussi en contact protégé. On commence comme ça au début. Donc là, on va renforcer le fait que le cheval mange son foin. Pourquoi? Parce que c'est naturel pour eux, ça les apaise, et on veut que quand on marque un comportement, ce soit ah bah tiens cool, il y a quelque chose qui arrive, mais que ce soit pas genre waouh, enfin je vais avoir à manger. Et c'est là que c'est intéressant de le faire sur le foin parce que le cheval va associer ce bruit, ce marqueur, ce cloque à quelque chose de cool, il y a quelque chose qui arrive. Et ça, c'est vraiment bon, c'est très anthropomorphisé. Je sais pas si ça se dit ce que je dis, mais voilà, c'est un peu l'attitude qu'on veut rechercher en travaillant cet exercice. Et on peut aussi après l'utiliser en extérieur avec de l'herbe ou ah bah tiens mon cheval est trop stressé, tiens pose-toi, va manger de l'herbe, je te renforce quand tu manges de l'herbe. Bon ben ça te pose, on fait notre petite pause et ça où justement on en revient au fait que c'est intéressant d'avoir un exercice qui nous aide à travailler l'émotionnel de notre cheval. Oui, et puis si je permets de rajouter, ça permet vraiment de désassocier la main à la distribution de friandises aussi, qui est souvent la source de frustration principale aussi. Si on a un bon timing, puisque moi Si je on me a suis le un peu timing. fait avoir au début où je faisais le cloque en même temps que je mettais la main et au final mon cheval réagissait à je mets ma main dans mon sac. Voilà. Donc là pareil, tout est question de timing et c'est là que c'est vraiment important de cliquer et ensuite je vais donner. On peut parfois même laisser une petite seconde de temps entre les deux. Voilà. Ok.
Est-ce que c'est clair pour vous au niveau du renforcement positif? De toute façon, soit vous pouvez poser vos questions là, ou de toute façon, on aura de toute façon encore un petit temps de questions après. Ok. Du coup, on va parler du renforcement combiné, parce que on en parle beaucoup avec Estelle. Donc, le renforcement combiné, c'est une demande en renforcement négatif suivi d'un renforçateur. Donc, c'est pas quand on travaille en renforcement combiné, on appelle ça aussi le cookie on top. On n'est pas en train de faire du renforcement positif. C'est vraiment, on ajoute un renforçateur à la suite d'un renforcement négatif. C'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de confusion à l'heure actuelle sur les réseaux par rapport à ça. Donc, dans le renforcement combiné, il y a une double motivation. Il y a la première motivation qui est d'enlever l'aversif et en plus, on ajoute quelque chose d'appétitif à la suite du bon comportement. Donc la friandise, dans ce cas-là, elle permet d'accélérer l'apprentissage. Le renforcement combiné, euh, il y a beaucoup de gens, pardon, qui pensent faire du renforcement positif, mais en réalité qui font du combiné sans le savoir. Qu'est-ce qui va être différent par rapport à ce qu'Estelle vient de vous expliquer sur le renforcement positif? C'est qu'en fait, là, on va quand même utiliser le stick pour guider le cheval dans son apprentissage. On va bien sûr, on peut quand même capter des fois des comportements qui nous plaisent, mais globalement, on garde quand même l'aversif pour guider, ce qui n'est pas du tout le cas dans le renforcement positif. Donc, on ne peut pas faire, sauf de rares exceptions, certains trucs en renforcement positif, certains trucs en renforcement négatif, parce que la façon d'arriver au comportement, elle est quand même très différente pour le cheval. On peut par exemple travailler en renforcement négatif et par exemple faire du medical training, ou parce que c'est, on va dire, juste quelques exercices qui sont très spécifiques et qui vont pas avoir une incidence dans notre pratique de l'équitation. Euh, voilà, donc ça c'était hyper important de faire la part des choses, mais la friandise, c'est vraiment un accélérateur d'apprentissage. Donc, les avantages du combiné, personnellement, et si tu me contrediras Estelle, si je dis, si ce que je dis c'est faux, mais personnellement, c'est ce vers quoi j'ai le plus envie de tendre, parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus compatible avec ma pratique du sport et je trouve avec la pratique de l'équitation en général. La pratique de l'équitation en général est, allez, on va dire 95% du temps, c'est du renforcement négatif. C'est de la pression des jambes, c'est l'utilisation des mains. Vous avez pu le voir avec l'exemple de Angelica, j'arriverai jamais à dire son nom de famille, Ezelius. Ezelius, que du coup, on n'est pas du tout dans la même pratique de l'équitation. Le renforcement positif, j'ai même envie de dire que c'est une vision totalement différente de la pratique que on connaît à l'heure actuelle. Du coup, le combiné, ça permet quand même d'utiliser la force de la friandise, mais dans notre pratique du quotidien, et c'est peut-être un petit peu moins contraignant par rapport à nos objectifs. Et en plus, c'est un peu plus motivant que de faire que du renforcement négatif. Maintenant, les risques sont assez similaires à celui du renforcement positif, c'est-à-dire ben, toute la problématique de frustration, mais surtout, comme les associations vont se faire beaucoup plus rapidement à l'aide de la friandise, si le cavalier il est confus et incohérent, il est possible qu'on capte le mauvais comportement et du coup qu'on récompense le mauvais comportement. Et voilà, ça c'est un peu la même chose que le renforcement positif, mais il faut faire un petit peu attention à ça, qui va bien sûr amener à de la frustration et on va le voir plus tard à des conflits de motivation. On va vous expliquer ce que c'est. Donc à quel moment euh, on peut faire finalement du renforcement combiné et qu'on peut utiliser la friandise correctement? Souvent, c'est quand on a déjà une assez bonne pratique en renforcement négatif. Mieux vaut travailler ses gestes, travailler son timing sur du renforcement négatif et quand on est à l'aise avec les outils et le timing, de rajouter la friandise. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, on va en discuter plus tard par rapport
à des chevaux qui auraient eu un certain passif et autres, où certaines méthodes peuvent aider ou justement pas aider. Mais globalement, c'est vraiment important que vous soyez hyper au clair déjà sur le renforcement négatif avant d'utiliser la friandise. Je préfère avoir des élèves qui travaillent que renforcement négatif et qui n'utilisent pas la friandise que les élèves qui mélangent un tout petit peu tout. Alors, là, on a Estelle qui se prête au jeu avec son Lucifer. Donc, je vais remettre la vidéo au début. Donc, là, Estelle va mettre un petit peu de pression de l'ange. Elle va augmenter la pression pour obtenir un pas un peu plus dynamique. Puis, lorsque son cheval répond, elle va cloquer. Et en plus, là, j'ai juste pas identifié si tu avais donné une friandise ou si tu as utilisé que le gratouille comme récompense. Non, j'ai fait que du contact consenti. C'est vrai qu'on l'a pas précisé tout à l'heure, mais du coup, en renforcement positif, on ajoute un stimuli qui est positif pour le cheval. Ça peut aussi être des gratouilles. Et là, typiquement, c'était au début du travail que je faisais sur la réassociation du marqueur avec mon cheval. Donc, pendant les exercices, j'essayais d'éviter d'utiliser la friandise alimentaire qui le frustrait encore un petit peu. Donc, je travaillais l'association du marqueur d'un côté et de l'autre côté, pendant mes séances, quand il faisait vraiment quelque chose de bien, au lieu de cloquer et récompenser, je vous expliquerai après, mais je lui proposais la gratouille en lui montrant mon point. S'il vient toucher mon point, il a des gratouilles. Et là, du coup, on voyait monter un tout petit peu en phase, vu qu'il reculait pas assez correctement à mon goût. J'ai gentiment secoué la main droite qui tenait la longe. Voilà, donc une augmentation de pression. Donc c'est là qu'on voit que Estelle, elle a rajouté finalement, elle a fait une montée en phase, mais cette montée en phase, c'est pas forcément toujours péter la gueule de son cheval. Dans le sens, c'est qu'on ajoute des couches de choses un tout petit peu plus inconfortables. Ok, on va montrer l'autre vidéo où là, tu proposes simplement ton code. Finalement, tu n'as quasi pas mis d'aversif, enfin, même pas du Non, là, tout. c'est vraiment, j'ai juste levé la Voilà. main et moi, j'ai le code vocal en plus recul. Donc là, il a reculé juste avec mon code. Et on m'entend pas faire, il n'y a pas le son de la vidéo, mais je clique, je récompense. Et pareil, après, on peut voir où juste je lui montre la direction avec mon doigt pour repartir. Voilà. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que dans le renforcement combiné, il est nécessaire d'associer la friandise au marqueur avant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire de toute façon quand on utilise la friandise. Ok. Bon, là, on va garder les questions plutôt pour après. On a Euh, déjà pris pas mal de retard, hein. ouais, 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 On ça va. parle, on parle. Ça va. On va vous parler aussi quand même de la frustration parce que c'est une émotion à laquelle on est souvent confronté, parfois nous-mêmes, mais aussi souvent nos chevaux. Et aussi du conflit de motivation parce que c'est souvent lié. Donc voilà, ça nous paraissait important d'avoir juste quelques notions pour se rendre compte de ce que c'est et quelques outils pour, en plus de ce qu'on a déjà donné, pour essayer de réduire la frustration lors de de nos séances, pardon. Donc la frustration, elle est souvent liée à plusieurs situations, soit l'incapacité d'atteindre un besoin, ça peut être manger, besoin de rejoindre ses congénères, bouger, etc. Quelque chose qu'on a besoin ou envie d'atteindre aussi. Donc là, en renforcement positif ou en combiné, ça peut être la friandise. L'incompréhension, ben je comprends pas trop ce que tu me demandes, je sais pas quoi faire, ça peut être un peu frustrant. Et on a aussi le conflit de motivation que je vais développer juste après. Donc on se rend compte que la frustration, on en a beaucoup parlé en renforcement positif, mais ça peut aussi toucher les chevaux en renforcement négatif et du coup évidemment les chevaux en combiné. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau du conflit de motivation? On peut retrouver l'opposition en deux options positives. Le cheval, il a le choix en deux options positives, il sait pas trop quoi choisir entre les deux. Ça peut être par exemple dans le quotidien d'un cheval qui vit au pré. Le mien, je le vois assez souvent. Il vit dans 11 hectares. Il y a beaucoup de chevaux. Ah, bonne soirée Laure qui me quitte pour ce soir. Donc il est dans 11 hectares, il est au foin, les copains ils commencent à tous partir manger de l'herbe, ben parfois je le vois, il aimerait bien rester au foin, mais en même temps il y a les copains, bon bah c'est un peu frustrant et finalement il rejoint les copains ou il reste au foin mais il reste seul.
On a aussi l'opposition entre deux options négatives. Là, on a pris l'exemple du join-up, donc le cheval qu'on va faire galoper dans le rond de longe et on va arrêter de le faire, de le chasser en fait quand il va venir vers nous. Donc là, le cheval, il a le choix entre subir l'interaction avec l'humain ou fuir et se faire chasser. Donc les deux sont pas très cool, ça peut être frustrant. Et un même stimulus qui à la fois peut être positif et négatif. Par exemple, le van. Ben, on retrouve quand même souvent des chevaux qui ont peur du van. Donc voilà, le cheval a peur de rentrer dans le van et en même temps, on a mis la ration dedans, ben il a bien envie d'y aller. Et ça c'est des situations, on se rend pas toujours compte de premier abord, mais c'est vraiment difficile pour eux de gérer ça. Donc pour contrer ces situations, on peut essayer de baisser la balance négative d'un stimulus qui provoque l'évitement dans nos séances, ou baisser la balance positive pour essayer de retrouver un équilibre. On peut aussi changer de contexte pour essayer de repartir sur de bonnes bases. C'était aussi important pour nous de vous dire quelques mots sur comment se manifeste la frustration. À noter par contre que ces signaux, ils peuvent aussi être liés à d'autres émotions. Ça peut être certains peuvent apparaître lors de douleurs, lors de peur, enfin voilà, ça peut apparaître à d'autres moments. Donc c'est vraiment très important de prendre en compte le contexte. Et du coup, c'est important de savoir lire son cheval et interpréter ses signaux pour pouvoir adapter nos demandes, nos séances en fonction de ce qu'il nous dit et de faire très attention à l'anthropomorphisme. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, voilà, dont on parle très souvent. Il y a des signaux qui sont plus subtils et c'est ceux-là auxquels il faudrait presque le plus faire attention parce que c'est avant d'escalader les signaux et d'escalader l'échelle de la frustration. Si on écoute cela, on montre vraiment à nos chevaux qu'on est très à l'écoute d'eux et qu'on s'adapte en fonction de leurs besoins. Ça peut être des regards fuyants, un cheval qui tourne la tête, des raideurs au niveau du corps, de la tête qui se fige un peu, une queue qui s'agite légèrement. On l'a vu typiquement dans la vidéo avec le mulet en renforcement négatif, des ondulations de la peau, des crispations, des signes qui sont un peu plus modérés, mais qu'on voit déjà beaucoup. Donc un cheval qui gratte le sol, qui secoue la tête, qui mordit sa longe, qui se déplace sans cesse, qui pousse, colle, envahit l'espace. Moi, le mien, je sais ce qu'il fait aussi, il se gratte très souvent la tête contre sa jambe. Et on a des réactions plus fortes que là, tout le monde connaît. Ça va être le cheval qui cabre, qui rue, qui fait des départs, demi-tours, des fuites, des stéréotypies et des morsures. Si je peux juste donner un petit Ouais. exemple pour le conflit de motivation que j'ai eu la semaine passée d'un jeune cheval, justement, où, où l'idée c'était de lui faire passer une barre au sol. Et je mettais du travail dans le but de lui qu'il trouve la solution d'aller franchir la barre au sol qui était assez anxiogène. Et à un moment, il s'est arrêté devant la barre au sol et il a commencé à mettre la tête en bas et à gratter, 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 gratter. Et on était clairement dans un conflit de motivation de deux choses qui étaient négatives. C'est-à-dire que le, de partir aller travailler, bah, ça lui coûtait quelque chose, mais de franchir la barre, ça lui coûtait aussi. Donc là, l'idée, quand on est là-dedans, euh, soit on attend, on le laisse aussi réfléchir un petit peu, peut-être que les choses vont un petit peu trop vite, donc on peut faire une pause, le laisser un petit peu assimiler et réfléchir. Dans le cas là, c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté de mettre du travail, je l'ai laissé explorer la barre au sol, et après il a proposé de franchir lui-même. Mais ce qui est important, c'est vraiment de changer quelque chose quand on est en conflit de motivation, parce que c'est pas un moment agréable pour le cheval. C'est vraiment, moi qui suis quelqu'un dans ma vie de toujours très indécise entre deux choses, bah, quand on est dans cette situation-là, c'est pas confortable du tout. Et c'est important de pouvoir aider le cheval. Et c'est dommage, je voulais filmer, mais quand j'ai commencé à vouloir filmer, il a arrêté de faire parce que je voulais vous le montrer, c'était très intéressant. Voilà. Petit mot aussi, comme on avait dit, sur le consentement. Et on va mettre face à face le consentement et la collaboration, qui sont deux notions qui sont très souvent confondues. Pourtant, il y a une grosse différence entre les deux, c'est le droit de dire non. Dans la collaboration, on amène le cheval à coopérer, mais il n'a pas le choix de refuser. C'est ce qu'on va utiliser dans le medical training, où on va renforcer le fait qu'il vienne vers nous pour qu'on puisse ouvrir l'œil pour ensuite mettre une goutte. Par contre,
on va continuer jusqu'à pouvoir mettre la goutte. Bon, alors il y a les phases avant où on l'entraîne, mais la finalité c'est ça. Et le cheval, il a pas le droit de dire non et bah derrière nous, on va pas dire OK, t'as pas envie de mettre tes gouttes aujourd'hui, on va pas le faire parce que malheureusement, on peut pas avoir tout le temps du consentement, bah justement déjà rien que au niveau des soins essentiels à faire. Le consentement, le cheval, il a toujours le droit de dire non et de pas participer à ce qu'on lui propose. C'est du coup une vraie philosophie. Ça va encore plus loin que le renforcement positif. C'est hyper compliqué à mettre en place. C'est vraiment complexe. Au quotidien, c'est vraiment très poussé. Ça n'a rien à voir. On fait pas d'équitation. Voilà, il y a une fille. On a une vidéo à vous montrer tout à l'heure Voilà. qui fait du consentement, qui a entamé un débourrage en consentement avec sa jument. Mais c'est vrai que c'est vraiment toute une philosophie. Et du coup, à noter que quand on fait du consentement, son cheval va être renforcé, qu'il dise oui ou qu'il dise non de la même façon. Donc là, typiquement, sa jument, qu'elle dise oui, elle a mis un code pour lui expliquer, elle a plein de codes vocaux pour dire là, je vais mettre la sangle, elle va dire sangle, est-ce que c'est ok? La jument, soit elle reste sur le tabouret, ça veut dire oui, elle est renforcée, soit elle part du tabouret, elle lève la tête parce qu'elle a pas envie, elle va quand même être renforcée, même si elle a dit non. Tout est renforcé de la même façon, donc c'est vraiment toute une philosophie. On n'y est du coup pas encore vraiment, c'est pas une réflexion qui est très actuelle dans le monde des castes parce que ça va vraiment très loin, c'est hyper poussé. Nous, ce qu'on a fait typiquement avec Alexandra, un exercice qu'on met en place maintenant, c'est le contact consenti. Donc avant de faire des gratouilles à son cheval, nous, on propose le point. Et en fait, petit à petit, au début, on propose le point. En général, ils sont tous attirés, ils viennent mettre le nez dessus. On gratouille. Au bout de minimum 20 secondes, on dit c'est fini, on arrête les gratouilles. En général, on met un signe comme ça. Et petit à petit, le cheval comprend que le point, c'est les gratouilles. Et s'il vient pas le toucher, on n'en fait pas. C'est un petit peu la petite chose qu'on peut mettre dans notre quotidien, voilà, qui apporte déjà une part de consentement. Après, c'est toujours bien de se dire bon bah mon cheval il est pas venu au montoir aujourd'hui, voilà, je le sentais pas top, je suis pas montée dessus. Bon bah c'est déjà hyper chouette, mais si le cheval est pas renforcé de la même manière que si on était monté sur son dos, c'est du coup pas complètement du consentement. Du coup, là, on a un exemple d'une vidéo de Lucie d'Equidarmonie qui a entamé un débourrage en consentement avec sa jument. Là, on la voit détourner la tête, donc elle arrête. Et quand la jument a la tête sur le tabouret, c'est que elle est OK avec ce qui se passe. Et dans tous les cas, qu'elle ait la tête sur le tabouret ou non, la jument va être renforcée. Donc là, on voit qu'elle garde la tête. C'était OK pour elle. Elle continue, elle renforce. Et elle fait vraiment petit à petit, et on l'entend pas, mais la jument a relevé la tête au moment où elle a marqué le comportement. Mais là, je sais pas si elle le montre plus loin dans la vidéo, mais si la jument avait levé la tête, elle aurait été renforcée de la même façon. Voilà Et un petit donc, peu. on voit qu'il va vraiment très, très, très progressivement, que ce soit avec le matériel, là, le montoir, elle fait des simulations de chute, la jambe qu'elle met, très, très progressivement sur le dos de sa jument. Ok. Donc elle, c'est un bel exemple d'un très joli consentement. Euh, mais c'est vrai que personnellement, en tout cas, je m'y vois un petit peu moins dans mon quotidien. C'est vraiment, comme Estelle elle disait, c'est même plus de l'équitation en fait à ce stade-là, c'est une toute autre vision en fait de l'approche du cheval en fait. Est-ce que du coup, ben, il y a des gens qui commencent à le tester, est-ce que c'est c'est combinable à notre pratique actuelle de l'équitation? Non, mais par contre, c'est une autre façon de monter à cheval.
qui est en train de se poser comme question. Et si je me permets juste de rajouter aussi, c'est oui, c'est des mots, mais c'est l'importance des mots, elle est hyper importante pour la bonne compréhension dans le milieu équestre. Et il y a, par rapport à tout ce qu'on vous a raconté déjà maintenant, il nous reste deux slides, mais c'est important que les bons mots soient utilisés pour les bonnes choses, parce que c'est ce qui amène de la confusion chez les gens et c'est ce qui amène des fois des débats qui n'ont pas lieu d'être. Donc, quand quelqu'un vous dit je fais du consentement, c'est pas du consentement. Globalement, je ne connais pas beaucoup qui font réellement du consentement. Du coup, c'est vraiment de la collaboration. C'est peut-être que des mots, mais c'est hyper important pour qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose. Ça, c'est vraiment important. Donc, on arrive gentiment au bout avant que je fasse la conclusion. J'ai une question à vous poser. Vous pouvez le noter dans le chat, au- préparez-vous à écrire. Finalement, quels sont pour vous les renforcements, dans les renforcements qu'on vous a présentés, est-ce que vous pensez qu'il y a un renforcement qui est plus éthique qu'un autre? Oui, non. Ça peut être oui ou non. Et si oui, lequel? Et sinon, pourquoi? Ça nous intéresse d'avoir votre avis avant qu'on vous donne le nôtre. Ouais, qu'on vous donne le nôtre. Le chat est à votre disposition. Ok. Claire, elle a dit non. On veut bien l'avis des autres personnes aussi. Vous avez le droit de dire que vous ne savez pas, hein, parce que c'est des questions assez intéressantes. Peut-être le R+, si tout est vraiment bien rigoureux, mais difficile à dire. Mhm, intéressant. D'autres avis avant qu'on vous donne le nôtre? Vous inquiétez pas, on ne vous fait pas passer un quiz, hein. C'est pas vous avez réussi, vous avez loupé, hein. Mais c'est intéressant de voir la perception des choses et si ce qu'on vous a apporté aujourd'hui, on en discutera après, ça vous a permis d'avoir un peu une autre vision ou pas. Je vais continuer. Oui, et les perceptions évoluent, hein, même les nôtres. Oui, parce qu'on n'était pas forcément, on n'avait pas les mêmes façons de penser, en tout cas moi pas il y a 15 ans qu'il y a même 6 mois en arrière. Oui, mais ce que j'allais dire, il y a une année, on n'avait pas les mêmes discussions. Pas du tout. Ça nous intéresse que vous continuez à noter dans le chat vos avis. Nous, on va passer au suivant. Je ne sais pas s'il y a un délai de latence sur l'arrivée des messages, mais n'hésitez pas, vraiment, ça nous intéresse. Donc, quel renforcement choisir? Donc, pour nous, et c'est notre avis avec Estelle, euh, quels sont les renforcements à choisir? Il y a plusieurs critères. Donc, celui qui convient le mieux à mon cheval. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de son tempérament, parce que oui, on peut améliorer le tempérament d'un cheval, on va dire, du coup, ça va être son caractère. Il a un tempérament de base et son caractère, il évolue au fil des expériences. On peut, par le travail, améliorer le caractère du cheval, mais le tempérament, c'est le travail qui va l'aider à mieux gérer telle ou telle situation. Il y a des chevaux de nature qui seront plus frustrés, il y en a d'autres qui seront plus anxieux. C'est un petit peu comme les êtres humains, on n'est pas tous égaux par rapport face à nos émotions. Donc ça va déjà dépendre du cheval, de son vécu et de ses expériences passées. Parce que si des chevaux ont été très abîmés, par exemple, par renforcement négatif, je vais prendre l'exemple par exemple, d'un poney qui aurait été dans un poney club toute sa vie et qui a été un petit peu malmené, il sera par exemple un petit peu éteint. Donc, ce sera par exemple un poney où on va peut-être passer beaucoup de temps à lui taper dessus pour obtenir des réponses parce qu'il est extrêmement désensibilisé. Donc là, c'est peut-être pas très éthique de rester dans ce type de renforcement-là et peut-être qu'avec du renforcement combiné ou justement changer totalement de ce qu'il a appris jusqu'à maintenant peut lui ramener un petit peu de motivation. C'est un exemple. Il faut vraiment se dire que chaque cas est différent et c'est toujours important de prendre la situation dans son ensemble. Mais s'il y a des chevaux, par exemple, qui sont déjà de nature un petit peu plus frustrés avec la nourriture, c'est peut-être pas la bonne chose. Ou Estelle l'avait bien mentionné par rapport à ses besoins fondamentaux. Alors, elle vous a dit un cheval qui n'a pas faim,
Mais un cheval qui a eu faim et qu'aujourd'hui c'est OK, ça peut rester ancré en lui. Par exemple, c'est pas forcément, on lui a pas donné à manger, c'est peut-être un cheval qui a été dans une stabulation où en fait les congénères l'empêchaient de manger correctement. Ça peut générer de la frustration à la friandise qui peut rester malgré le fait que le problème soit résolu. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Mais aussi la méthode qui convient à moi, à moi-même. Parce que je dois être déjà en accord avec la méthode que j'utilise. Si vous n'êtes pas en accord avec la méthode que vous utilisez, de toute façon, ça va pas bien se passer. Et par exemple, je vais donner l'exemple d'une élève que je suis qui a énormément de peine à monter en phase, même très douce, et du coup, elle n'obtient jamais les réponses quand elle monte en phase, et elle est constamment en train de désensibiliser son cheval. Bah, peut-être que cette méthode-là, c'est pas celle qui lui convient le mieux. Peut-être on peut trouver d'autres solutions ou d'autres méthodes qui peuvent mieux lui convenir. Et là, vous avez vu qu'en fait, il y a plein de solutions différentes pour apprendre au cheval. Et quand on est dans du travail combiné, on peut aussi utiliser des repères pour aider le cheval, pas que le stick. On peut, par exemple, utiliser l'idée des tapis au sol ou d'aller toucher des cibles en plus pour aider le cheval à guider dans son apprentissage. Et comme elle l'a très bien dit, Estelle, il faut vraiment oser être créatif, oser être inventif parce que c'est comme ça qu'on va aider son cheval. Par exemple, si quelqu'un n'est pas du tout convaincu par la friandise, ça sert à rien de le forcer à utiliser la friandise, parce que du coup, il n'aura pas les bons timings. Ça, c'est très important. Celui qui est adapté à mes objectifs. Bah, on en a parlé avant sur le renforcement combiné ou bah, typiquement le consentement ou ce genre de choses-là. Ça va être difficile de vouloir aller au championnat suisse de CSO le week-end prochain et de prétendre vouloir faire du consentement. Donc il faut aussi prendre les méthodes qui sont adaptées à ce qu'on veut. Moi, je sais que j'ai une partie sportive que j'aime beaucoup, j'aime bien aller en concours. Euh, je ne dis pas que c'est impossible de le faire complètement en renforcement positif, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué pour y arriver et peut-être que j'aurai pas forcément, je ne vais pas y arriver de la même façon. Et en plus, je suis contrainte par le règlement de sport. Par exemple, je vais donner un exemple beaucoup plus concret en France pour les gens qui font de l'équifile, par exemple, ils n'ont pas le droit de récompenser à la friandise. Donc, du coup, il faut aussi trouver, bah, si constamment je travaille en renforcement positif et que quand je suis dans mes compétitions, je prive mon cheval de sa friandise, on va avoir de la frustration durant les compétitions. Donc, dans ce cas-là, est-ce que si j'ai vraiment envie de faire de l'équifile et d'aller en compétition, peut-être que c'est intéressant de se rapprocher du combiné parce que ça amènera un peu moins de frustration et du coup, on va pouvoir se passer un tout petit peu plus de la friandise que ce qu'on ne peut pas faire dans le renforcement positif exclusif. Et surtout, et ça, peu importe les méthodes que vous utilisez, celui qui va favoriser la coopération et le bien-être de votre cheval. Si la méthode que vous utilisez ou le renforcement que vous utilisez va à l'encontre de son bien-être, comme on l'a dit par exemple, de devoir toujours monter hyper fort en phase, ou que ben, vous voulez vraiment utiliser la friandise, mais votre cheval, il est tout le temps hyper en mal-être, ou bah, comme mon poney, il est en train de proposer, c'est pas hyper confortable pour lui, bah, il faut que je trouve autre chose pour qu'il soit mieux dans ses émotions, parce que s'il n'est pas bien dans ses émotions, son corps sera crispé, il y aura d'autres problèmes, et ça peut amener à des problèmes de santé. Donc c'est vraiment important de se dire que si ça ne marche pas, et je l'ai mis en rouge, si ça ne fonctionne pas, il faut changer quelque chose ou se faire accompagner. Le seul petit red flag que je mettrais par rapport à ça, c'est de faire attention aussi de toujours garder un fil rouge. C'est-à-dire que si vous essayez pendant 3 semaines du renforcement négatif et vous survolez le truc et vous dites ah non, ça va pas et tout, et qu'après vous faites 3 semaines en renforcement positif et après vous revenez, en fait, le cheval, il va pas comprendre. Si vous commencez à travailler dans un renforcement, il faut vous dire, je me donne tant de temps pour voir si ça fonctionne. Je trouve la méthode qui convient le mieux à ce renforcement-là. Je me fais accompagner, je teste, je vais au bout, je fais le tri. Mais c'est clair que c'est important de ne pas tout le temps changer. Si vous changez tout le temps, ça va manquer de cohérence. Et c'est pour le cheval, c'est terrible, ça, en fait, de manquer de cohérence. Euh, et surtout, un truc qui est hyper important, et on l'a dit indirectement avec Estelle avant, votre approche, elle peut évoluer. Votre façon de penser peut évoluer et vous avez le droit de changer d'avis, c'est OK.
Vous avez le droit de changer d'enseignant parce que vous n'avez plus la même vision. Vous avez le droit d'avoir travaillé toute votre vie en renforcement négatif et aujourd'hui vous avez envie parce que ça vous parle plus, de changer. C'est OK. Après, si le cheval a un passé, un bagage, bah, ce sera moins facile qu'avec un cheval qui démarre directement dans le renforcement que vous utilisez. Mais vous avez toujours le droit de changer d'avis et c'est OK. Peu importe ce qu'on vous dit, c'est OK. Et moi, personnellement, et je parle pour moi, j'aurais jamais de problème si un élève vient vers moi et me dit, demain, je veux faire du consentement. Pour moi, c'est OK, mais fais-toi accompagner et fais les choses correctement pour que ce soit éthique pour ton cheval. Juste ça. Il faut toujours être au clair sur qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a aussi la problématique, c'est que souvent, amusez-vous à regarder, à demander aux gens autour de vous qu'est-ce qu'ils font pour apprendre à leurs chevaux? La plupart, ils savent pas. Ils vont utiliser des mots qu'ils ont lus qu'ils ont lus sur les réseaux sociaux, mais ils sont pas capables de savoir finalement qu'est-ce qu'ils font comme renforcement. Et je pense que la problématique du manque d'éthique dans le choix des méthodes, elle est là. Il faut être conscient de ce qu'on fait et toujours prendre du recul, se filmer et voilà. Et un truc qui est hyper important, encore il y a moins d'un mois et demi, ça me faisait hurler et dresser les cheveux sur la tête pour avoir discuté avec une enseignante, mais la méthode miracle n'existe pas. Si on vous vend la méthode, si on vous promet que c'est la méthode qui va résoudre tous vos problèmes, fuyez, elle n'existe pas. On est des êtres vivants. Moi, j'aime bien dire que l'apprentissage, c'est vivant. Ce que vous faites aujourd'hui, ce sera un petit peu différent demain. Ça va constamment évoluer en fonction. Bah, on l'a dit, on a dit dès le départ, le cheval, il va apprendre toute sa vie qu'il ait 1 an, 10 ans, 25 ans, 35 ans, il va apprendre toute sa vie. Donc, suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe dans sa vie. Ça peut être aussi un déménagement. Ça peut... Moi, je le vois avec mon gris, le fait de l'avoir déménagé, de l'avoir changé d'humain, de l'avoir changé de famille, ça a tout changé. Ça, alors que ce cheval a été débourré en renforcement négatif, il a bien été fait. Et ben du coup, on peut plus rester là-dedans, on change. Donc, dans le sens que vraiment, si on vous promet qu'il y a une méthode pour régler tous vos problèmes, c'est pas la bonne idée. Il faut, voilà. Je n'ai pas plus à rajouter, c'est vraiment ça. Et vraiment, votre Moi, approche, elle peut rajouterais évoluer. juste, je Ouais, rajouterais juste qu'il n'y a pas une méthode qui correspond à tous les chevaux et tous les cavaliers. C'est aussi. aussi ça le problème de la méthode miracle. Et c'est aussi pour ça qu'elle n'existe pas, parce qu'il y a pas une méthode qui va convenir à tous les couples cavalier-cheval. Non, parce qu'il y a deux individus à prendre en compte. Il y a ce qui convient Ça au fait beaucoup cheval de et ce facteurs. qui convient à l'humain, et il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est un ensemble, c'est vraiment un ensemble. Euh, Là, je vais faire vraiment 2 secondes dessus parce on ne nous reste plus qu'une slide après, donc vous inquiétez pas. C'est surtout pourquoi j'avais envie de parler de si mon cheval manque de motivation. Souvent, on a tendance à pas chercher les solutions aux bons endroits. Si votre cheval manque de motivation, ça peut être la méthode que vous utilisez ou le renforcement. Mais la première chose déjà à se demander, c'est est-ce qu'il a des problèmes de santé? Quels sont son passé? Est-ce qu'il y a un problème dans les méthodes d'apprentissage? Donc, est-ce que typiquement j'ai un bon timing? Est-ce que je construis correctement mes apprentissages? On a dit les besoins fondamentaux. Donc, vraiment, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez votre cheval, le manque de motivation et autres, c'est vraiment la première chose à regarder. Après, ben, l'histoire du cheval, le tempérament, et puis ben, la dernière question, est-ce que finalement j'ai choisi la bonne méthode? Et pour, dernier slide pour conclure, euh, c'est un peu ce qu'on a dit. Trouver la voie qui vous convient à vous. Donc, vraiment formez-vous en continu. Il y a plein de bouquins géniaux. Enfin, là pour l'instant, on a beaucoup critiqué Internet sur le flux de mauvaises informations, mais il y a aussi un flux de très bonnes informations. Donc, sélectionnez vraiment les comptes qui sont inspirants à suivre. Euh, les accompagnements en ligne, c'est très très bien, mais ça remplace pas non plus des gens qui sont là avec vous aussi. De temps en temps, d'avoir des gens qui sont en présentiel. Voilà, restez ouverts d'esprit.
Les recherches, il y en a tout le temps. Chaque année, on découvre des choses incroyables sur les chevaux et ça nous fait remettre plein de choses en question. Surtout, bah, ne culpabilisez pas quand il y a des nouvelles recherches qui sortent et qui disent l'inverse de ce que vous avez fait maintenant, c'est normal. On a fait aussi avec les connaissances qu'on avait jusqu'à maintenant et l'important, c'est de continuellement se renouveler quand on voit qu'il y a des choses qui arrivent. Aussi, tout ce qui est lecture scientifique, toujours les prendre avec un pas de recul parce que c'est des recherches scientifiques qui amènent beaucoup de choses, mais il faut aussi savoir les interpréter correctement. Ça, c'est important parce qu'elles sont écrites pour des scientifiques et il faut savoir les interpréter correctement. Donc, n'hésitez pas, il y a des gens super. Typiquement, en Suisse, on a Anya qui fait ça extrêmement bien. Euh, voilà, s'adapter si besoin, ne pas hésiter à changer d'avis. Et surtout, le plus important, il faut être aligné avec soi-même. Si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous pouvez choisir la méthode la plus éthique de la Terre, la personne la plus incroyable sur cette Terre au niveau du cheval. Si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, de toute façon, il y a un moment où ça va coincer avec votre cheval. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, je pense que c'est même le plus important. Et dernière phrase que j'aime bien, c'est souviens-toi toujours que si ton cheval il dit non, il y a toujours une raison. Écouter, c'est respecter sa voix et construire la confiance. Donc peu importe la méthode ou le renforcement que vous utilisez, si il dit non, s'il fait pas ce que vous faites, c'est qu'il faut changer quelque chose. Voilà, on a un petit peu dépassé, on avait dit 1 heure et demie, on a un peu dépassé de 20 minutes. J'espère que vous nous en voulez pas trop. C'est hyper dur de préparer en amont. Voilà, là, il y avait plein de choses qui nous semblaient intéressantes à vous partager. Il y avait plein de choses que vous connaissiez déjà. Mais franchement, il faut régulièrement le réentendre, ça nous fait du bien. Même nous, à force de l'étudier, ça fait toujours du bien de entendre certaines bases. Et j'espère que... Ben voilà, de toute façon, je vais vous passer la parole. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir ouvrir vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais on espère avec Estelle, je te passerai la parole après Estelle, que il y a deux, trois petites choses qui vous ont parlé ici, qui ont allumé des petites lumières, qui ont peut-être clarifié certaines choses ou qui vous ont rassuré sur d'autres. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez la parole. Je ne sais pas si Estelle, tu veux rajouter quelque chose? Non, bah merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec passer 1 heure et demie un peu plus avec nous ce soir. C'est vrai que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur et il y a encore beaucoup d'incompréhension sur tout ce qui est autour des théories de l'apprentissage. Euh, moi je me suis retrouvée très souvent dans des situations où je savais plus du tout quoi faire parce que j'entendais quelque chose et son contraire. J'étais hyper culpabilisée par tout ce que j'entendais à droite et à gauche et ça me bloquait un peu dans mon avancée avec mon cheval. Donc j'espère qu'on aura pu vous apporter quelques petits points ce soir, quelques clarifications sur les théories de l'apprentissage si c'était pas tout clair. Et qu'on vous aura déculpabilisé si vous vous sentiez aussi comme nous on a pu l'être coupable et un peu perdu dans cette masse d'informations. Ouais. Est-ce que quelqu'un a des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro ou si vous osez pas, mais il n'y a que des gens normalement qui osent ce soir. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez quelque chose à partager ou pas. Peut-être que tout est clair pour vous ou ce que vous avez. Vous avez aussi le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous, hein, qu'on soit d'accord. On peut, de toute façon, on va pas pouvoir vous manger par. Mais Non, voilà, on vous laisse. Je crois que c'était le. Voilà. Alors, on va vous mettre le petit merci ici quand même. Pas de questions, c'est tout clair? Ouais. Et puis, si vous avez des réflexions qui arrivent par la suite, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire par message, me faire un petit audio ou autre, ou par mail. Et puis, de toute façon, avec Estelle, on vous répondra avec grand plaisir. Si vous avez envie d'avoir des lectures intéressantes ou des contes inspirants à suivre, on peut aussi vous les partager, de gens qui nous semblent vraiment bien par rapport à ce qui se fait. Mais voilà.
on a un petit message par là. Ah, Marielle qui dit, t'as loupé la première partie. Oui, je vais t'envoyer le replay. Comme ça, tu pourras. J'ai vu que tu nous as accompagnés que tu nous as rejoints, pardon, en cours. Donc, il n'y a pas de souci. Je t'enverrai le replay. Voilà, peut-être ce que tu peux faire. Ah, Bien. super intéressant et sympa, je ne connaissais pas du tout. Donc du coup, Marielle, ça t'a un petit peu aidé à comprendre un tout petit peu, bah, je ne sais pas où tu nous as rejoints, mais ça t'a apporté quelques clartés sur les renforcements, enfin des nouvelles choses pour toi. C'était assez clair. Puis du coup, tu m'enverras juste ton email par WhatsApp, comme ça je pourrais te mettre pour le replay. Ouais. Ok. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va vous laisser aller dormir parce que c'est déjà une heure bien avancée. Je pense que vous travaillez tous demain. Les élèves que j'ai demain ont déjà quitté le chat pour aller dormir, comme ça tend. Ok, très bien. Je n'arrive pas à parler. Pas de souci. Pas de souci. Euh, avec plaisir, on pourra volontiers en reparler. Avec grand plaisir. Belle soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. C'est toujours ne pas se tromper de bouton. Arrêtez l'enregistrement.